Quelle suite pour le PFL Nantes et Kevin Jousset après l'annulation du main event contre Abdouragimov? Les Fighting Nerds vont-ils savoir vite rebondir après une nouvelle défaite pour Jean Silva face à Diego Lopez ce week-end lors de la Noche UFC? Que retenir de Ares 34 et qu'attendre de Hexagone MMA 34 au Zénith de Paris? Bienvenue dans le 25e épisode de Aldric NRB, un épisode où vous allez découvrir la patronne de l'ombre, Justine. Générique. Aldric, 25e épisode de Aldric NRB. D'abord, première chose, on appelle que toujours désormais à l'abonnement. Abonnez-vous s'il vous plaît, activez la cloche. On est bientôt à 30 000 abonnés. Merci à tous qui nous suivez et on sait que vous êtes nombreux, encore plus que nos abonnés à nous regarder. Donc abonnez-vous, activez les cloches, ça fait toujours avancer le bousin et ça nous permet de développer encore plus cette chaîne Jab Life et les émissions Aldric NRB et Jab Culture bien entendu. Je te l'ai dit dans l'intro, Aldric, le peuple de Jab Life a parlé sous les commentaires du dernier Jab Culture. D'ailleurs, on vous remercie pour tous les retours parce que vous avez aimé le concept qu'on a fait. On est content de ces retours-là. Mais le peuple a parlé. On va vous présenter Justine, un peu de teasing. On vous la présentera en fin d'émission. Et voilà, je le disais, la patronne de l'ombre de toutes ces émissions que vous observez, que vous voyez sur la chaîne. Elle sera là à la fin de cet épisode d'Aldric NRB. Aldric, on va commencer par un petit point sur ce qui se passe avec Kevin Jousset, bien sûr, et Abdouragimov. On rappelle, c'était le main event du PFL Nantes, 26 septembre, PFL Europe à Nantes. On avait reçu Kevin et Abdoul dans le Grand Nento, ils avaient l'air très motivés les deux par le combat. Patatras, le combat est annulé. C'est Abdoul qui a mis une première publication Insta. Les gens croyaient même que son compte avait été hacké. Finalement, pas du tout. Ce combat est bien annulé. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe, sur la situation et quelle suite pour Kevin? Est-ce qu'il combattra à Nantes? Voilà. Est-ce que tout ça est remis en cause? Qu'est-ce que tu peux nous dire à l'heure où on parle? On est lundi, en début d'après-midi. Alors, au niveau d'Abdoul, d'abord, comme je le disais hier sur ma story Instagram, c'était surtout de la déception parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup bossé avec Kevin. C'était un camp très intense où on se voyait tous les jours. Moi, en tant que ceinture noire de Jiu-Jitsu aussi, j'avais pris ça très à cœur. Et donc, c'était une très grande déception de savoir que le combat était annulé. Déception qui a laissé place aussi à des explications de Clément. Comme je le disais, Clément, c'est un frère, un ami, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Le seul combat de MMA qu'il a fait, il m'a demandé d'être dans son coin à l'époque. Donc, Clément Marcoux. Clément Marcoux, ouais. Donc il m'a expliqué la situation. Au moment où on se parle, je sais pas, on parle toujours avec le PFL. Il n'est pas impossible qu'il trouve un remplaçant à Kevin. La situation n'est pas figée. Mais en tout cas, ce ne sera pas Abdoul, ça c'est une certitude. Et on lui souhaite... Clément m'a dit qu'il avait besoin de repos, Abdoul, donc on lui souhaite tout le repos nécessaire pour qu'il puisse faire les bons choix et revenir en pleine forme. C'est ça, Clément sur les réseaux a évoqué des problèmes personnels, voilà, donc on ne rentrera pas dans les détails, on ne les connaît pas d'ailleurs pour le coup, Aldric, mais voilà, plein de force à Abdoul s'il traverse une passe un peu compliquée, donc on lui envoie plein d'énergie. Donc il est possible que Kevin fight à Nantes, il est aussi possible qu'il fight pas, si je te comprends bien. Ouais. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Le main event sera à Minayoub, ça c'est une quasi-certitude. Et pour la suite, je pense que ça va se... On est lundi, au moment où vous voyez cette émission, c'est lundi soir, ce sera peut-être réglé. Peut-être que ce sera demain, mais en tout cas, mercredi au plus tard, on saura. Ok, donc on vous tiendra au courant, bien sûr. Ouais, je pense que sur le Jab Culture, en tout cas, on pourra faire une annonce ferme et vous expliquer un petit peu où on est la situation. Rendez-vous en fin de semaine donc pour en savoir plus. C'était le petit point sur cette situation parce que il y avait plein de gens qui se posaient des questions pour le coup dans le MMA français. C'était un combat très attendu. Mais nous, on est très déçus parce que... Normal. Le match-up était beau. Ouais. Et moi, j'aime bien relever ces challenges. Tout le monde disait oui, ils vont perdre. Non, moi, je suis sûr qu'on allait gagner. Mais malheureusement, on ne le saura jamais. Et voilà, Kevin a fait une sortie sur les réseaux, mais on peut le comprendre, la frustration aussi avec, comme tu dis, l'implication, tout ce qu'il a mis dans ce camp, Kevin. On le sait, donc voilà. Force aux deux, et puis on verra ce qui se passe. Rendez-vous en fin de semaine pour plus d'informations. On passe à la Noche UFC. C'était ce week-end, le gros événement du week-end en MMA à San Antonio. La traditionnelle et annuelle Noche UFC désormais, 3e édition. Bon, on l'avait dit, un peu moins de clinquant que celle de l'année dernière. Il y avait Canelo Crawford en face, donc... big respect à Monsieur Crawford. Vous aurez dès demain un Jab Nook d'ailleurs qui vous débriefera tout ça. On a eu Bruno. On était pas mal sur le prono. On était pas mal. J'ai pas pu écouter encore votre podcast de boss, mais nous, quand on a fait un petit accro sur le Jab Culture, je crois, on était pas mal. Hein. On est à 4 sur 4, nous. Dans le podcast, les 4 avaient dit Crawford. Donc voilà. Et on reçoit en plus, pour le débrief, puisque je l'ai déjà enregistré, mais il sera en ligne demain soir, on reçoit Bruno Suras. Ah oui, il était sur place, tu m'as dit en plus. Il était dans la salle à Vegas, donc c'est cool. Ça nous donne aussi un point de vue de quelqu'un qui était dans la salle. Mais masterclass absolue de Monsieur Terence Crawford, qui est un boxeur générationnel. Parenthèse refermée. Et donc, on parle de cette noche, et surtout, parce que c'était le gros morceau, on vous l'a dit dans la preview, ce main event. Diego Lopez, Jean Silva. Un combat fun, Aldric, déjà. On commence par ça. On remet l'église. J'aime bien l'expression l'église au milieu du village. Coach Grasso, on a eu raison d'en parler lundi dernier ou pas? Je t'ai dit, mais du reste. Donc, première des choses, avant de parler du résultat, avant de parler de tout,
le Grasso-Tchechenko, tu sais, le 1 où elle prend le dos suite à une action retournée, c'est vraiment des setups qui sont travaillés à la team Grasso. Il a fait la même chose au premier round. Complètement. Tu vois, donc Diego Lopez. Donc, waouh, c'est vraiment un grand coach. C'est pas juste l'oncle d'Alexa Grasso, c'est un très grand coach qui analyse. Et on sait que ce soit Jean Silva ou tous les Fighting Nerds, il y a des techniques retournées. Donc, il y avait le bon déplacement au bon moment pour aller rush le dos. Et ça, c'est fort. Techniquement, c'est pas de la réussite, non, c'est travaillé et c'est absolument exceptionnel. Et je pense, moi, que c'est ça qui fait que le combat va à sens unique comme ça, parce que je reste persuadé que Silva a peut-être un peu plus de talent que Lopez, mais cette action, elle est hyper déterminante. Ouais, on va, d'ailleurs, puisque tu parles de coaching et de remettre des choses au point, à la fin de ce débrief sur ce combat-là, on va parler un peu des Fighting Nerds, parce que j'ai entendu des choses ce week-end, la culture de l'instant. Mais toi, tu dis choses, moi, je dis dinguerie. Ouais, elle est vraiment très présente, la culture de l'instant. Moi, je dis dinguerie, moi. Surtout quand tu es dans l'élite de l'élite et au plus haut niveau possible de ce sport. Donc, ce combat, avec un premier round, comme tu dis, bon, il y a cette action, voilà, game il y a changer. cette action qui change tout. Ça va au sol. Ça et les 6-12, je trouve que tu as vu, ça a changé le game aussi. Ah, la domination. Mais j'allais ouvrir ça. Mais on l'avait dit quand on avait parlé des règles. Rappelle-toi, je t'avais dit, ça va révolutionner. Il y a des positions. Avant, tu avais des positions dites d'attente, des demi-gardes, des gardes papillons. Aujourd'hui, tu peux plus attendre parce que tu prends 2 6-12, c'est un coup de pioche que tu prends sur la tête. Le coude, c'est dur. En plus, le geste, il va vers le bas. Et ça change aussi beaucoup de choses. C'est total. Bah, j'allais ouvrir ça, on commence par ça, parce que c'est totalement game changer, t'as raison, et ça va changer beaucoup de situations, notamment sur les montées en fait. Quand t'es en montée, là t'as une arme qui est fatale, Aldric, avec ses 12-6. Ouais. Rappelle-toi que, tu sais, c'est des statistiques. Le MMA, c'est aussi une histoire de data. Et en fait, la montée, c'était une position où tu pouvais survivre. En termes de probabilité, on était à quoi? À 50-50. C'est-à-dire que tu avais. Aujourd'hui, tu vas voir que cette probabilité, elle va s'accentuer. Et même si tu survis sur l'instant, tu prends de tels dégâts, des coupures, des ouvertures, que ça va t'handicaper sur la suite. Donc aujourd'hui, la montée, je pense qu'encore plus qu'avant, il faut donner le dos immédiatement parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Et on a vu, je ne sais pas si vous avez passé la tête de Jean Silva au lendemain du combat. Voilà, vous voyez les dégâts que ça fait. Et en fait, donc les 12-6, pour rappel, parce que certains n'ont peut-être pas non plus suivi ou connaissent pas la terminaison, c'est les coups de coude qui vont de bas en haut directement. Quand tu étais en montée avant, tes coups de coude, c'était du latéral en fait. T'arrivais de latéral. Tu pouvais gérer tu fais moins de dégâts que comme ça. Quoi, et surtout, tu pouvais, en gérant un petit peu la ligne d'épaule et les coudes, tu pouvais atténuer les frappes et les accompagner, tu vois. Ça, tu peux pas. C'est-à-dire que ça monte droit. Et si tu mets ta main, il va prendre ta main avec le coude, tu vois. Donc, c'est vraiment un game changer, cette position. Il faut travailler immédiatement sur les escapes. Même recomposer, quand le fait de pousser sur le genou et de revenir en demi-garde, ça t'expose à ces coups de coude. Et là, nous, en tant que coach, moi, ça fait pas mal de temps que je travaille là-dessus. Il faut générer un scramble, donner le dos et défendre le dos. C'est beaucoup plus safe parce que ça devient de plus en plus dangereux. Va y avoir aussi un débat qui va s'ouvrir, je trouve, sur ces 12-6. Parce qu'on va y revenir quand on va parler d'Ares et de Title Shy, qui s'est pris un point de déduction pour ce genre d'action. Il y a 2 ou 3 coups de coude de Diego Lopez où je me dis, c'est quoi la limite exacte entre le coup de coude légal et illégal parce qu'il est derrière la tête? Normalement, c'est l'oreille. Tu peux, toi, savoir c'est quoi? Ouais. Donc, c'est la ligne de terminaison derrière l'oreille. Normalement, il faut que ça soit connecté avec l'oreille. Si c'est pas l'oreille, c'est la nuque. C'est simple. Dans le feu d'action, c'est quand même très dur à appréhender. C'est chaud, c'est très chaud. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est quand même une frappe qui est dangereuse et qu'il faut être... je pense que l'équipe des arbitres, que ce soit Godard avec sa propre team ou les commissions athlétiques, elle devrait quand même, peut-être pas les supprimer, mais être très très vigilant, notamment du dos. Parce que c'est les cervicales, s'il y a un problème, c'est à vie. Hein. Donc la monte, très bien. Ça fait des coupures, tant pis, ça fait partie du jeu. Mais dans le dos, il faut être plus vigilant. C'est vraiment, la limite, elle est très très tenue, je trouve, entre les deux. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, c'est souvent le cas. Les coups derrière la tête en MMA, parce qu'en plus, le mec bouge. Le mec qui est en train de se défendre, ça. Il bouge la tête. Donc toi, quand tu lances ton coup de coude, il peut y avoir un mouvement, tu visais là, en fait, sa tête a avancé et tu tapes derrière. Et même pas que ça, même en striking pur debout, parfois ça arrive ça. Le mec met un coup, ça visait le bon endroit, le mec a bougé sa tête, ça tape derrière. Je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles à appréhender pour un arbitre en MMA, Aldric, ces situations-là. Je pense que du dos, il faut presque les proscrire. Vraiment, parce qu'en fait, je vois pas comment ça tu peux... Ou vraiment sur des positions où tu as pris de l'angle volontairement, mais sinon du dos, c'est quand même compliqué. De pas shooter les cervicales, c'est compliqué du dos. Tu sais que ça m'ouvrait en réflexion ce week-end, je me suis dit, il faut qu'on fasse un Jab Culture où on fait venir un arbitre. Ouais. Un Loïc Pora ou quelque chose comme ça et leur demander de l'intérieur. En plus, je sais qu'un auditeur me l'a demandé en DM et je trouve ça hyper intéressant. Faire venir un arbitre et qui nous explique un peu dans le feu de l'action comment ils jugent ça, comment ils se préparent à ça. Tu sais que les arbitres passent dans les vestiaires, en tout cas à l'UFC, pour expliquer les règles. Et souvent, ce qu'ils utilisent, c'est justement ça. Ils te disent si c'est pas l'oreille qui est touchée, c'est non. Dans le dos, c'est non.
Les 3 juges, Aldric, donnent le round à Lopez, normal, mais 19. Pareil, on va revenir sur les critères pendant Ares, mais ça ouvre déjà le débat, je trouve, puisque début août, on vous l'a dit, l'ABC, la commission des commissions, a, on va dire, mis des petites précisions sur les critères de jugement, et on bien dit que le 18 maintenant, c'était des dégâts, il fallait absolument les dégâts, et domination ou durée. On va revenir vraiment en long et en large dans ça pendant notre page sur Ares, donc pour l'instant, je me contente de cette explication-là. Mais c'est un 18, Aldric, pour Lopez, Alors, le premier round. Je suis désolé. Moi, dans le jugement comme ça, c'est un 18. Je suis désolé de parler comme ça, mais les 3 arbitres qui officiaient, enfin les 3 juges, il y en avait 4 ou 5, hein, mais j'ai les noms, ils sont absolument nuls. On parle toujours des mêmes. On parle de Sol D'Amato, de Camillo, de Garcia. C'est toujours les mêmes sur la commission athlétique. Pourtant, là, on est au Texas, tu vois. Mais c'est les mêmes qu'on trouve au Nevada. Et c'est les mêmes qui ne sont pas capables de comprendre des règles depuis 20 ans. Je suis désolé de parler comme ça, mais là, on est sur des arbitres à plus de 60 ans. Parce que regardez vous pouvez les googliser, vous verrez, hein, comme je le dis, vous avez les noms de ces arbitres sur MMA Décision. Et oui, ça vaut un 18, mais nom de ces gens-là ne se remettront jamais en question. Il est temps de changer tout ça, non? Il est temps de mettre des mecs plus jeunes, il est temps de mettre des anciens fighters. On arrive à plus de 30 ans de MMA de l'UFC, donc de MMA, on va dire, qui est passé dans un sport, dans un vrai sport. Moi, je trouve qu'il est temps de mettre des fighters, de former des fighters qui ont connu les situations, qui savent mieux comment juger ce genre de truc, que de mettre tous ces mecs-là qui... Quand même, très souvent, tu as raison, ils sont à la rue. Pas tout le temps. Mais non, mais ils ne veulent pas changer, Alex. On vous fera une explication des règles plus complète pendant la reste. Donc, pour ceux qui veulent tout de suite voir ça, il y aura le chapitrage. Mais en gros, aujourd'hui, c'est dégâts plus un des deux. C'est-à-dire que tu as dégâts plus soit durée, soit domination. Là, en l'occurrence, bien sûr qu'il y a ces 2 dés largement et qui méritent un 18. Évidemment, il manque de le finir. Le dégât, il est là. L'autre, il a la tête complètement ouverte et on le voit, comme je t'ai dit, on voit la photo le lendemain. C'est un 18. Et il y a de domination à ce moment-là. Il peut rien faire. Sauf que tu as des juges. Ça fait combien de temps D'Amato qui... Et Camillo, ça fait combien de temps qu'on entend ces noms? On les entendait déjà de l'époque de Matthew Hughes. Je te jure, j'ai halluciné que les 3 donnent 19. Il n'y en a même pas un qui voit que c'est un 18, ça. Alors par contre, et je vais le dire aussi pour Diego sur le 2e round, Jean Silva, c'est un guerrier. Comment il survit à ça? Jean Silva, il a un mental de fou. Mais comment il survit à ça? Justement. L'escape, elle est même belle d'ailleurs. Quand il sort de la montée, là, c'est super beau ce qu'il fait techniquement pour sortir. Mais waouh, franchement, guerrier quoi. Jean Silva est très fort. J'ai reçu plein de questions sur Instagram là-dessus. Mais les gars, il faut contextualiser. Sur ce coup-là, malgré les qualités martiales de Jean Silva qui sont exceptionnelles, et ça, reconnaissons-le, je le pense toujours. C'est pas mon préféré des Nerds. Je préfère le fumeur de clope. Mais c'est le plus complet. Et techniquement, il est vraiment beau à voir. Sauf que pour l'instant, mi-homme, mi-chien, ça a ses limites. Hein. Il a du mal quand même à être... Un petit insight juste pour Jab Life. Je t'ai montré les messages tout à l'heure. J'ai pas mal parlé avec Pablo Sucupira après le fight et il n'a pas suivi à la lettre le game plan. Bon, voilà, premier main event, tout ça. Et il est foufou, c'est sa nature. Ça. Mais quand tu vois ce qu'il prend, quand tu vois qu'il est en train de revenir, là, il est vraiment en train de revenir. Pour moi, il gagne le 2e. Ouais, oui, ça, on va ouvrir, c'est hyper intéressant. Ce premier, il est archi dominé par Diego Lopez. Ce premier, il doit mériter un 18. Ça aurait dû être un 18. Oui. Sauf que le 2e, il tourne. Il revient bien. Il tourne très, très différemment. Et lui qui a pris beaucoup de dégâts pour le coup dans le round 1, il arrive à se reprendre. Et pareil, je t'ai dit, c'est un guerrier d'avoir résisté à ça, Silva. Mais Lopez, c'est un sacré guerrier. On l'avait dit, je t'avais dit que c'était un match exceptionnel. Il prend des parpaings dans le 2e round. Il prend des cacahuètes. Mais vraiment, Aldric, comment il tient aussi bien que ça? C'est une folie. Non, ce combat est que sur 2 rounds. T'imagines, il dure quoi? Au final, 8 minutes 40, 9 minutes. C'est ça. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et on avait tellement envie. Moi, j'étais pas frustré parce que Lopez gagne. J'étais frustré que ce soit aussi court. J'aurais regardé ça, j'aurais consommé ça pendant 4 rounds tellement c'était magnifique, tu vois. Mais c'est pas grave. Il faut... Oui, Jean Silva a de l'avenir dans cette division, mais sur ce coup-là, il s'est fait avoir. Il s'est fait manger puisque c'est un 18 et c'est un finish dans le 2e. Donc même qu'il était hypothétiquement en train de revenir, on ne score même pas le 2e. Il s'est fait finir. Donc sur ce coup-là, Lopez, exceptionnel. Le game plan de coach Grasso, exceptionnel aussi. Parce que franchement, il n'y a rien à dire. Les positions au sol, on voit qu'il y a un très haut niveau de jiu-jitsu brésilien. Et Silva, il va falloir... Je pense vraiment que Silva, on va en entendre parler. Et que ce sera un futur top. Mais pour le moment, il a besoin d'expérience. En même temps, Alex, 2 contre 10. Premier main event. Alors que l'autre, il a déjà fait Volka. Il a déjà pris beaucoup d'expérience. Son premier combat, c'est Evloev. Ouais. Donc, il a un capital expérience qui est très important. Il est dans une équipe dont on parle peu, mais coach Grasso, vraiment, vraiment haut niveau. Et hier, il a excellé. Il a fait un combat d'anthologie, il n'y a rien à dire. Tout à l'heure, tu as dit, tu as ouvert un truc, je suis pas sûr
que Jean Silva soit pas le meilleur combattant au final des deux. Moi, je pense que ça, en tout cas, c'est très très proche ce niveau et son début de deuxième round le prouve. Est-ce qu'il doit pas juste gommer en fait ce côté foufou parce que voilà, vous avez ceux qui nous suivent, vous avez regardé l'UFC ce week-end, vous vous souvenez de la scène. En fait, il se fait prendre par le même coup de coude retourné qu'il a tenté 10 fois avant pendant le round. Et à ce moment-là, vu la domination qu'il a debout, t'as envie de lui dire calme un peu. T'as 5 rounds. Mais ça, c'est aussi. Et tu vois, il s'emballe. Tu vois ce que je veux dire sur cette action finale? Il s'emballe trop et il s'empale sur le coup, en fait. Et il est pris à son propre jeu de trop foufou. Mais ça, je pense que c'est aussi l'expérience. Un jour, il faudra vraiment faire un jab culture aussi là-dessus. Sur, tu sais, pas la prépa mentale, mais l'aspect mental du combat. Tout ce qui est cortex reptilien, cortex cérébral. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il est un petit peu beaucoup sur son instinct animal. Tu vois, mais arrivé à un moment, il faut aussi être un peu raisonné et respirer et travailler sur un game plan. Les techniques, ça se voyait qu'il l'attendait sur les techniques en rotation, tu vois. Mais oui, bien sûr. Et l'autre, lui, Silva, il veut son highlight. Il veut son truc, il le tente 10 fois, quoi. D'abord, tu uses. Et après, tu travailles. Tu vois, il avait la boxe pour l'user en plus, parce que debout, tu sentais qu'il y avait un très gros respect de la part de Diego Lopez sur le striking de Silva. Et je pense qu'il fallait être plus appliqué et revenir peut-être. Mais quand je te dis je pense pas, en fait, j'en ai même légèrement parlé. C'était le game plan en face de Pablo. C'était de l'user. Mais seulement, il y a encore trop cet aspect animal qui fait qu'il a envie d'en finir tout de suite. Et même, tu vois, ces antics, quand on a parlé en preview, la façon dont il rigole, il chambre, il parle, machin. Quand t'es à ce niveau-là d'élite, je pense qu'il faut un peu calmer ce truc-là. Mais justement, il faut un peu être. T'as des qualités de combattant, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais justement, que les combattants qui sont gênés un petit peu par ce trash talk, regarde ce qu'a fait Lopez. C'est magnifique. Ça, c'est une école à regarder dans toutes les écoles de MMA. Une école de vie. On check, mais une fois, il prêtait pas du tout attention parce qu'il a essayé de lui parler pendant le premier round et tout. Lui, il est venu faire son fight. Il est pas venu faire du divertissement. Même quand il est au sol, avant de prendre les coudes, il essaye de lui parler et tout. Mais t'as raison, l'autre, il rentre pas Diego dans le jeu. Lopez, il a fait une masterclass là-dessus. Et ça finit. Bon, alors, Jean Silva a beau être frustré et s'énerver après le truc, c'est un super stoppage de l'arbitre. Bien sûr. Il est en train de prendre très cher. Mais non. Il s'est fait ouvert, il s'est fait exploser. Il est en train de prendre très lourd. Il faut arrêter à ce moment-là. Protect yourself at all time. Et donc, c'est pas respecté. T'as dit 9 minutes peut-être, maximum. Du divertissement. Hein. Ah, c'est un des combats les plus divertissants de l'année. Largement. Même en 9 minutes. Et c'est un combat, ils sont jeunes. On l'avait dit quand on a fait la preview. J'ose espérer que c'est un combat qu'on va revoir. Ah, ils vont se pas recroiser, tout de suite, je pense, tu vois, mais moi aussi, je pense. Dans le futur, c'est deux mecs qui vont se recroiser et qui, à mon avis, nous donneront encore un truc fun. On va ouvrir un peu sur l'avenir des deux. Jean Silva, t'as dit, il était 10, il est 2. Je pense pas qu'il va reculer beaucoup dans ce classement. Il va rester autour des 10. Jean Silva, il va monter. Alors, c'est mon pronostic dans Jab Culture est le pronostic qui a le plus vite explosé de l'histoire quand j'ai dit que Jean Silva allait détrôner Volk. Donc voilà, écoutez, je peux pas toujours avoir raison. S'il faut, dans 3 ans, t'as raison. Mais sur la période de 2 ans dont on parlait dans ce Jab Culture, il va être dans l'élite, ce mec-là. Parce qu'il y a plein de mecs entre Diego Lopez et des Jean Silva que Jean Silva va battre. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord avec toi. J'étais en train justement de prendre le classement en même temps que tu parles. Il va monter, Jean Silva. Pour moi, ça paraît évident, quoi. Alors justement, je regarde. Honnêtement, il y a quand même des combats qu'on a envie de voir. Là, je pense qu'il faut calmer un petit peu les top 5 contenders. Mais après, attention. Il faut repartir. C'est assez. Peut-être qu'ils lui donneront d'ailleurs au-delà du top 10. Hein, c'est piégeux parce que tu as quand même là-dedans du David Onama, du Youssef Zalal, du Josh Emmett à la 8e place. Dangereux. Hein. Dangereux, je suis d'accord. Mais Josh Emmett, ce serait fun. Ouais, ce que j'étais en train de me dire. En parlant en même temps, je me suis dit, même Onama, hein, quand tu vois les guerres qu'a fait Onama, mais vu qu'il a perdu contre plus haut que lui, peut-être qu'ils lui donneront ça. Hein, ce genre de mec pour, tu vois, si tu veux repartir de l'avant. Mais il y a aussi des sales matchs parce que c'est un striker aujourd'hui, il veut pas servir de sa lutte. Tu lui mets Shikadze, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça. Alors, oui, c'est pas garanti, mais il y a des qualités qui font qu'il peut monter encore. C'est ça que je veux dire. Juste un truc qui me plaît pas dans l'organisation des Fighting Nerds, et c'est pas pour tirer la couverture. À moi, c'est juste que un head coach, il doit aussi gérer le match-up. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas laisser ça à un manager qui va peut-être plus tirer vers le prix, l'argent, la bourse, je voulais dire, ou plus. Là, tu vois, il faut un mec qui soit capable de dire non, parce que le demain matin, tu lui proposes Shikadze. C'est pas sûr que ça passe. Hein. Non, je suis d'accord. Ça peut. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, il faut le protéger. Il faut le protéger. Et c'est là que je te dis, le manager doit se mouiller. Mais si le manager, il est extérieur à l'équipe, il peut
égoïstement aller à la facilité et valider ce que va demander le matchmaker, parce qu'il n'a pas envie de s'embêter. Puis derrière, tu peux ruiner une carrière. Mais là, il faut être intelligent dans le prochain combat, très intelligent. Et dans la façon dont il combat, il y a les deux faces de la pièce. On en a parlé là, mais même, d'ailleurs, ce qui est un peu spécifique des Fighting Nerds, toutes ces entrées un peu atypiques dont on a parlé dans la preview, ça peut être efficace, ça peut faire beaucoup de dégâts et être surprenant pour l'adversaire en face. Par contre, quand tu veux être trop cute, tu vois, trop mignon dans tu vois ce que je veux dire, dans cette façon d'attaquer, bah, tu te fais Pascal Lopez, qui est un combattant d'élite chez les moins de 66. Je sais pas si t'as vu, mais quand il tentait ses coups de coude ou ses machins, Jean Silva, il le punissait quand même. Des petits contres très short, tu vois, des petits. Mais ça touchait. Ce travail il punissait ce truc trop foufou, en fait. Ce travail en retourné, je te reprends l'image de Liron Murphy la dernière fois. Il faut que ça reste occasionnel. C'est-à-dire que tu dois avoir une boxe variée, liaison, corps-face, pied, clinch, coude, et de façon, pas occasionnelle, mais de façon événementielle, tu sors une technique retournée parce que le mec, tu l'as set-up, comme on dit, c'est-à-dire que tu l'as habitué à faire bras avant, bras arrière, crochet, et là, sur ton bras avant, tu vas tout de suite partir une technique. Là, il y a un intérêt. Mais si tu ne fais que ça, au final, il n'y a plus de surprise. Tu vois, donc là, pour le moment, il est un peu enfermé dans ce truc-là, à chercher le highlight à tous les coups, et je pense qu'il faut se discipliner un peu, mais il a le talent pour le faire, hein, je suis persuadé. Prates l'a très bien fait, tu vois. Tu regardes le Prates de Gary, il est un peu foufou. Tu regardes le Prates de Neil, il est déjà plus cadré dans sa boxe, oui, tu vois. En fait, c'est que c'est cadré cette fois. Ouais. Ils ont ça en eux. Ils l'auront toujours, mais il faut le cadrer, ce truc-là. Mais tu vois, Prates, c'est un bon exemple aussi de ce qu'il fait contre Josh Neal. Donc, je pense qu'ils vont y venir, mais il faut se canaliser. C'est une équipe qui est jeune, là, qui a été propulsée, t'imagines, sur 2 main events, un co-main event en 3 semaines. Calme, il faut du temps. Et je suis persuadé qu'ils vont tirer les bons enseignements, que ce soit les coachs ou que ce soit les fighters. Mais c'est ça l'UFC, Alex. C'est le haut niveau, bah, tu prends le retour de bâton, tu le prends en pleine tête, c'est comme ça. Et tu te rappelles, ça revient aussi à une partie de la discussion qu'on avait avec Pablo à l'UFC Paris sur l'interview qu'on a fait pour le Jab Life, où il raconte, souviens-toi, le premier main event de Caio contre Cannonier, et il dit, je savais que c'était aussi le chemin de victoire, mais je lui ai dit, fais du spectacle, parce que c'est notre premier main event, il faut qu'on marque les esprits. Et t'as l'impression que Jean Silva, il a eu un peu ça. Au lieu d'être 100% dans je vais juste chercher la victoire qui va me rapprocher de la ceinture et tout. C'est mon premier main event. Oui, mais attends, je te prends un contre-exemple. J'ai envie de marquer les esprits avec du show. Je te prends un contre-exemple. La jauge, tu vois, il faut la... Culturelle, dans l'instant. Nous, on a décidé avec Jérôme Vollerin et Axel de faire le combat debout contre Riz Makti. Alors qu'il y avait un chemin de victoire plus que dessiné au sol. Complet, ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on a fait n'importe quoi. Non, c'est pour ça que je te mets la pression. Il le disait lui-même, Pablo. Il savait que c'était aussi le chemin de victoire pour Caio de le faire. Mais cette notion de se dire, quand je fais mon premier main event, je veux mettre du show, c'est une jauge. Il faut tempérer. C'est une jauge compliquée. Il faut en parler, il faut organiser ça, et il faut surtout avoir le. Parce que tu sais, je suis tout le temps en train de dire, attention les gars, la PlayStation, ça n'existe pas. Pourtant, ça enlève du crédit à mon métier, parce que mon activité première aujourd'hui, c'est quand même si tu sais que je m'éclate à faire les podcasts, ça reste d'être entraîneur. J'espère bien. Mais ne donnons pas trop de crédit à mon poste, à notre poste. Ouais. C'est-à-dire que tu prépares le gars, tu l'entraînes au quotidien, mais après, ce qu'il fait quand la porte est verrouillée de la cage, c'est lui qui le fait. Il n'y a plus que les deux combattants et l'arbitre là-dedans. Tu vois, donc arrivé à un moment aussi, il y a ce paramètre. Ne nous mettons pas trop en avant. Moi, je le dis souvent, et c'est pas dit, hein, tu m'as entendu le dire dans l'émission, la télécommande, ça n'existe pas. Non. Tu le prépares à des choses qui peuvent arriver. Plus tu es proche de la réalité dans ta préparation, mieux c'est. Mais après... quand le verrou il est posé, c'est lui qui se bat. Hein. Et un truc souvent que les spectateurs réalisent pas non plus par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est que vous avez la minute entre chaque round pour essayer de machin, mais déjà c'est chaud parce que le mec arrive, c'est chaud d'avoir en aussi peu de temps de changer des choses vraiment. Mais même là, t'as vu, je me souviens plus quel combat où l'arbitre il entend même pas la sonnerie de fin de round parce qu'il y avait une ambiance de feu à San Antonio. Surtout, En vrai, c'est compliqué pour les coachs. Quand l'action elle est de l'autre côté de où t'es toi, pour donner des conseils et que le mec entende, même pas, des fois. Il est au sol, il y a une guillotine ou un bras-tête ou en tout cas une torsion, il t'entend même pas, même si c'est à 1 mètre. Pour peu que le bras soit entouré autour de l'oreille parce qu'il tente une guillotine ou un brabo ou un anaconda ou ce que tu veux, il t'entend même pas, Alex. Donc ramenons avec beaucoup de... Il faut être humble, on le prépare, mais le coach fait pas tout. C'est aussi l'athlète qui a son avenir entre ses mains au moment où la cloche sonne. Avant d'ouvrir avec une ou deux questions encore sur les nerds et la mauvaise passe qui traverse, Diego Lopez sur la suite. Il sort de l'UFC 314 de sa défaite contre Volka. C'est pas lui qui va avoir de title shot direct en ayant battu Jean Silva. Je pense que ce sera Liron Murphy. On voit à notre jab culture. Je te dis ce que je veux, donner la revanche contre Movzar.
Bah voilà, moi j'avais 2 propositions. Movzar Evloev 2, parce qu'on rappelle qu'il le prend en très très short notice pour ses débuts à l'UFC, Movzar, ou Aljamain Sterling. Non, moi je veux Movzar. Des deux, parce qu'il a déjà battu. Ouais. Tu vois, il y a un truc, il l'a battu, il a pris le combat à 10 jours. Ouais, et puis tu bats Movzar, que tout le monde veut voir avec un title shot, enfin tout le monde dit qu'il est légitime. Attends. T'es légitime pour reprendre Volk ou Murphy selon ce qui sera passé. Parlons un petit peu de Movzar parce que alors je suis vraiment désolé, c'est un auditeur de Jab Life avec qui j'ai parlé par Insta mais j'ai pas le nom en tête. Vraiment, excuse-moi, mais il m'a fait une passe D de fou. Souvent on parle de Movzar et on dit, à raison, hein, que l'UFC ne souhaite pas le mettre en avant, peut-être pour des questions géographiques ou politiques. Ce qu'on oublie de préciser, et vraiment merci à toi parce que ça m'avait pas sauté aux yeux, ça fait 7 combats qu'il pull out. 7 combats. Donc, 7 combats en tout, pas 7 combats de suite. Non, pas 7 combats. Dans sa carrière à l'UFC, il a pull out 7 fois. Donc c'est vrai que ça joue pas non plus en sa faveur. Vraiment merci à toi et merci à tout le monde en fait. Les messages Insta, vraiment. La communauté. Ah vraiment, ils sont au top et ça fait plaisir. Mais ça c'était une info, tu vois, qui m'avait un petit peu échappé. Je savais qu'elle avait pull out 2 ou 3 fois, mais je pensais pas autant. Et tu vois, il y a ce côté peut-être russophone qui leur plaît un peu moins du fait des broadcasts. On en a déjà parlé, mais je me suis focus là-dessus alors que les c'est un moment. Est-ce que tu as aussi confiance en lui en fait. C'est important. Un mec qui est pas fiable, qui peut te sauter à 2 semaines, 3 semaines d'un événement. Est-ce que c'est ce que l'UFC a envie de mettre en avant aussi? Il faut mettre des guillemets là-dessus. Tu sais pourquoi on peut appuyer là-dessus? John Jones. Ouais. C'est-à-dire que Dana White, tu vois, pour l'événement de l'an prochain, il dit même j'ai pas confiance dans ce. On parle de John Jones, une des plus grandes stars de l'histoire de ce sport et de l'UFC. Et comme il est, on sait qu'il est instable sur beaucoup de choses. C'est une preuve absolue que l'UFC, quand t'es pas fiable, des fois ils te mettent des gros freins. Surtout pour te donner t'as déjà Connor trucs. sur la carte qui a un problème à lui tout seul, parce qu'apparemment il y serait. Tu mets Joe Jones, le mec dort plus la nuit. Hein. Saint-Thomas, j'y croirais quand je le verrai. Hein. Là, vraiment. Hein. Là, Ça te va bien, Saint-Thomas. Quand t'as dit ça, je t'imaginais avec un petit chapelet autour du cou. Non, mais moi, tant qu'il n'est pas devant la cage et que Bruce Buffer dit c'est bon, c'est Connor, j'ai un petit doute. Mais là, en plus, il arrête la politique, t'as vu, il se met en retrait de l'élection présidentielle et il se remet dans le fight. On verra bien. Moi, j'ai pas tellement envie de le revoir, mais. Non, ça, j'ai pas envie, j'y crois pas, moi, je vais te le dire. Mais pour finir avec ça, Diego contre Movzar, pour tester un peu Movzar avec ce nouveau Diego qui a pris beaucoup d'expérience, moi j'ai vraiment envie. Plus qu'Aljamain, parce qu'Aljamain, je pense que c'est un mauvais match-up, je trouve, pour Diego. Et j'ai envie de le voir contre Movzar pour voir la différence. Puis comme Diego, tu viens de lui donner un mec en dessous, ce serait encore lui donner un mec en dessous. C'est plus une opportunité pour Aljamain que pour Diego. En vrai, c'est ça. Ouais. Il peut gagner Diego contre Aljamain, mais quand je te dis mauvais match-up, c'est ça, tu vas vers le bas. Ouais. Alors que là, tu tapes Movzar, ça veut dire que quoi qu'il arrive, le prochain, c'est toi. Après. Ouais, tu te légitimes de fou. Donc moi, Movzar, c'est le numéro 1 juste devant lui. Moi, je suis d'accord, tu te légitimes de fou. C'est pour ça. Et même si tu as perdu contre Volk, même si Volk a gardé sa ceinture, il y a une légitimité à faire la revanche. Tu l'as mérité. Exactement. Mais moi, j'ai envie de voir comment il me résout ce problème de bourbier de Movzar qui va essayer de le ragdoll. Donc vraiment, moi, j'aimerais beaucoup voir ça et j'espère qu'il n'a pas pris beaucoup de dégâts, mine de rien, même s'il a fait une guerre de fou. Ça veut dire qu'en fin d'année, on peut voir ça s'il faut. Movzar a pull out il n'y a pas très longtemps. Pourquoi pas. Donc ça veut dire quand même, on est d'accord, décembre ou janvier, on aura Volk contre Leron Murphy. Je pense aussi. C'est ça le truc. Ouais. Il faut récompenser, et ça l'UFC le fait. Le mec te sauve un show. Il a pris le fight à 6 jours, je crois, à Leron. 6. Alex, il faut récompenser ça quand même. Il mérite. C'est l'inverse de ce qu'on disait sur les mecs. Et en plus, il y a vraiment une relation de cause à effet parce qu'il prend le shot, mais il résout un problème mais qu'avait créé Movzar. Parce que c'est lui qui pull out. Ouais. Donc, non, il doit lui passer devant. C'est la logique sportive. Là, c'est sportif pour une fois. Non, mais je pense qu'on est d'accord avec. C'est ce qui va se passer, à mon avis, aussi, et au tien. Donc, on ouvre pour finir sur ce combat, donc ce petit dossier Fighting Nerds. En gros, c'est sur ce qu'on a entendu cette semaine. Parce que je sais qu'on est d'accord, enfin ce week-end, même pas ce week-end, dimanche, en vrai. J'ai vu des titres, la fin des Fighting Nerds, point d'interrogation. J'ai vu des remises en cause totales de genre, ils savent pas faire des game plans. En fait, ce qui m'énerve, c'est la culture de l'instant. Est-ce que les Fighting Nerds, depuis une semaine, là, en 8 jours, ont montré des limites face à l'élite de l'élite? Oui. T'as perdu contre Nassour Nimavov, qui est top 2 ou top 3 des middleweight aujourd'hui dans le monde. T'as perdu contre Diego Lopez, qui est top 2 ou top 3 des featherweight dans le monde. T'as perdu contre Benoît Saint-Denis, qui est un animal pour Rufi. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont la fin des Fighting Nerds, Aldrich? Quand je lis un titre comme ça, même s'il y a un point d'interrogation, la fin de quoi? Ils sont 12 à l'UFC, les mecs. Combien de coachs au monde, et je te parle à toi le coach, aimerait avoir 12 mecs qui s'entraînent dans leur salle, qui sont à l'UFC? Alors oui, l'objectif de ceinture, il sera pas tout de suite là. Mais j'ai aucun doute que ces mecs vont continuer d'avoir des victoires,
d'avoir des défaites aussi. D'ailleurs, Pablo en parlait dans notre... Il disait même que la défaite fait grandir, parce que tu apprends et que tu essayes de revenir plus fort. Prates l'a montré, tu l'as dit là. Je ne comprends pas cette culture de l'instant maintenant de dire vous avez perdu 3 fois machin, c'est fini, on vous enterre, il n'y a plus de fighting, il n'y a plus de quoi. Ça reste une des grosses teams aujourd'hui à l'UFC et elle va l'être pendant des années et des années, Aldric. Il faut en parler. Attention parce que il y a des podcasts américains qui ont déjà commencé à en parler, mais qui sont beaucoup plus tempérés. C'est une petite déconvenue par rapport au rêve de ceinture, ça c'est certain. Maintenant, c'est important ce que tu dis sur Prates parce que, en fait, ils nous ont montré qu'ils étaient capables d'eux. Prates a perdu, c'était le premier. Et il est revenu avec une masterclass, vraiment, contre Geoff Neal. Donc, ils sont capables de se réinventer. Recontextualisons. 8 contre 1. C'est ça qu'il s'agit, Caio Nassourdine. 7-1. 7 contre 1. Enfin, 2, parce que Dyricus ouais, était revenu. Mais au moment où il signe le combat, c'est 8 contre 1. Je crois que c'est 1 contre 6 au moment où il signe le combat. Ouais. Benoît, c'est 15 ou non classé contre 12 ou 11. Ouais. Et là, on était à numéro 2 contre numéro 10. Les gars. Il n'y a aucun des combats où c'est les favoris en termes de classement. C'est ça. 0 des 3. Il y a ça. Il y a un travail. C'est une équipe qui reste jeune pour le très haut niveau. Même si Pablo, c'est un très grand coach et qui a beaucoup de génie, il n'y a pas qu'une seule personne. Hein. Il faut le coach de lutte qui va avec, il faut le coach de sol. Il faut du temps. Ce qu'il a de bien, lui, c'est qu'il a de l'argent pour structurer tout ça. Il a des sponsors déjà et tout, mais il faut du temps pour se construire, il faut du temps pour fédérer, il faut du temps pour construire son équipe. Et aujourd'hui, effectivement, il n'est pas encore... Il va pas avoir 2 ou 3 champions dans chaque catégorie. C'est la réalité. Maintenant, de là à se permettre de critiquer les game plans, c'est la France, ça, par contre. Ça, il n'y a que chez nous. Hein, tu vois ça, des podcasts, des présentateurs, des présentatrices qui se mettent à critiquer. Je prends ça avec beaucoup de calme. Et parce que ça va m'arriver un jour. Et ça a déjà été le cas. Rappelle-toi quand il y a eu Manon, il ne sait pas faire, il se met trop en avant. C'est le jeu. Hein. Tu décides d'être exposé via des interviews, des podcasts ou autres. Tu vas te manger la foudre. Pour reprendre Manon, comme si c'était un scandale ou une fraude chèque d'avoir 2 juges qui te font 48-47 contre après, Valentina Shevchenko. Moi, perso, ça ne me touche pas. Mais c'est vrai que c'est agaçant parce que... quand tu aurais fait quoi de mieux? Et s'il a fait un bon game plan et que c'est juste l'athlète qui l'a pas suivi, tu vois, donc calmons-nous. La réalité, c'est qu'effectivement, ils ont besoin de temps pour se hisser parce que l'UFC, malgré tout, aujourd'hui, et on le voit, hein, jetez un coup d'œil aux autres organisations et voyez la différence. Elle est colossale. Le haut niveau de l'UFC, ça demande du temps, des moyens, du personnel. Il faut un staff très très large et pour le moment il doit se structurer parce que c'est pas encore comme ça devrait être et tu sens encore qu'il y a des petites faiblesses mais je pense vraiment que c'est une équipe qui va perdurer et il a déjà fait le plus difficile. Il est connu et il a des moyens. Donc maintenant il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre ces moyens pour encore progresser dans le milieu. En fait, ce que j'ai, c'est que cette culture à l'instant, elle a toujours existé. Elle est inhérente à nos sports. Oui, on en parlait souvent avec Non, elle est inhérente à notre pays, Alex. Mais aussi, je trouve, à ce sport qui voit sur ses... T'es aussi beau que ton dernier combat, en fait. Au football, dès qu'il y a une déconvenue, il faut changer le sélectionneur. Moi, j'aurais c'est inhérent à notre pays. La France, c'est une passion. Les mecs sont passionnés, mais la passion, des fois, elle t'amène à dire des dingueries. Non, tu vois, je trouve qu'elle est plus exacerbée en ce moment encore, la culture de l'instant. J'ai vu des messages passer ce week-end sur Nicolas, parce qu'il avait perdu 3 combats à l'ARES. Une semaine après avoir fait 3-0 au plus haut niveau à l'UFC. Nicolas est un excellent coach qui aura des victoires, qui aura des défaites. C'est la vie. Mais parce que tu viens de dire, on est des coachs, pas des magiciens. Tu vois? Donc si... délirant. Parce qu'il faut bien comprendre, rappelez-vous de ce qu'on vous donne quand on vous donne les paris. Moi, je parle jamais en 1.7, en 2,2. Je vous donne des pourcentages. 60-40. 70-30, c'est déjà une grosse cote. Mais si on dit 70-30, ça veut dire que 7 fois tu gagnes, 3 fois tu perds. Donc c'est ça le haut niveau. Il n'y a pas de magicien. Nicolas n'est pas magicien. Et moi non plus, et Pablo non plus. Et de ce fait, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Il faut juste se dire, ok, pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce qu'on peut changer, et la prochaine fois je présenterai une autre copie, et c'est ça qui fait avancer le game. Et le combattant il progresse après une défaite. Retenir des leçons tout simplement. Évidemment. Et voilà, on apprend aussi dans les moments plus difficiles que les moments où ça brille, et on apprend même dans les moments où ça brille, parce que dans tout combat il y a des choses à retenir de toute façon. On voit que tu étais un ancien footballeur, parce qu'au niveau passe D ça sait faire, monsieur Cassata. Tu parlais de Fighting Nerds, tu parlais de Paris. C'est le moment de rappeler que Winamax accompagne le développement de Jab Life et de Aldric Enerby et Jab Culture depuis quelques semaines maintenant. Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et qui vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le promo Jab10. Les rappels habituels, Aldric, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. Les jeunes qui nous écoutent, ne déconnez surtout pas avec ça. Et pour les autres, on joue de façon responsable. On ne
met pas en jeu l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. On fait ça pour avoir un petit rush, si on aime bien ça en plus, un petit rush d'adrénaline. Mais jouez responsable, les gars, c'est le plus important. Vous mettez pas en danger surtout. Pourquoi je te parlais de Paris et de Fighting Nerds? Parce que comme on parlait du rebond possible des Fighting, et est-ce qu'ils vont rebondir? Eh ben, on a eu les cotes qui sont tombées du côté de Winamax pour l'UFC 322, 15 novembre, au Madison Square Garden. Et il y aura un Fighting Nerds qui va tenter de continuer sa relance. Le fumeur de clope, Aldric. Mon préféré. Voilà, monsieur Carlos Prates. Donc, il affrontera Leon Edwards, l'ancien champion de la catégorie, dingue. en moins de 77. Les cotes, je te les donne tout de suite. Leon Edwards, numéro 4 donc de la catégorie, 2,25. Carlos Prates, numéro 9 de la catégorie, 1,48. Prates est favori contre Edwards. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, c'est un peu... restons sur ce qui vient de se passer ce week-end. C'est un peu Canelo Crawford. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens, et moi le premier, je pense qu'il va avoir du mal à se renouveler, Léon. Parce que ceinture perdue, parce que sa dernière prestation en Angleterre, Bof. tu vois. Alors oui, son adversaire était très fort. Oui, son adversaire a très bien préparé. Mais quand même, j'ai l'impression... En fait, c'est pour ça que si le combat de Kevin ne se fait pas, je vais vite voler vers le Canada. Parce que quand tu viens de rater une ceinture ou quand tu as perdu ton titre, il y a un gap psychologique à passer. Une décompression. Ouais. Et je pense que, tu vois, c'était pour ça que, pour parler de Manon, ce voyage à Montréal était intéressant parce que ça te permet de faire un RAS et de repartir sur des bases neuves et qui te permettent de ne pas penser à tout ça. Au final, elle a changé vraiment son approche de ce combat contre Jasmine Jasudavicius, puisqu'il y a, si j'ai bien retenu, puisque je connais votre emploi du temps, elle a passé 2 semaines à Nice, en vrai. Depuis le début de la vraie prépa. 3 semaines. Ouais. Le reste, c'est au Canada. Après, en 2 blocs. C'est au Canada, mais toi, avec une grosse présence du Boxing Squad. Moi, j'y vais. Il y a Théo. Théo qui part demain, je crois. C'est pas tout remettre en cause, mais c'est changer un peu ses habitudes et se remettre en question sur certaines choses. Il faut, Alex, parce que regarde, je te donne plusieurs exemples. Hein. En plus, qui collent avec ce qu'on doit analyser. Tatiana Suarez. Ouais. Regarde le combat. Bon, je vais pas dire merdique parce que c'est un combattant, mais très moyen qu'elle nous a sorti contre quelqu'un où, en plus, elle prend les mots, il y a un chemin de victoire qui est son jeu. C'est son jeu de ragdoll, de faire tomber, de frapper. Et elle le fait pas très bien. Elle perd le 3e. Elle se fait renverser. Donc, il y a, à partir du moment où tu as raté ta chance au titre ou que tu as perdu ta ceinture, il y a un gap. Alors, il y a des mecs qui reviennent très, très fort. Diego Lopez. Tu vois, on prend que des exemples circonstanciés, mais tu vois, le mec, mentalement, il est solide, il s'est remis dans le game et il te refait un magnifique combat. Et t'en as d'autres qui chutent. Et là, le problème, c'est qu'il a déjà chuté une première fois, Léon. Donc, je pense que ça spécule beaucoup là-dessus. Et j'ai pas l'impression qu'il, lui, pour le coup, ait changé grand-chose. Non, mais Diego n'a rien changé non plus. T'as raison. Lopez, tu vois. Chaque cas est différent. C'est mental, Alex. Ouais. C'est comment le fighter, il gère cet échec, tu vois. C'est mental. Il n'y a pas forcément besoin de tout changer. C'est aussi c'est un échange aussi avec le combattant. Puis il y en a certains qui vont juste te dire, ok, j'ai eu le stress, ça m'arrivera plus maintenant, je sais. Et je pense vraiment. Lopez a parlé un peu de ça sur quelques podcasts que j'ai pu écouter. Il te disait que c'était l'aspect mental aussi. Et peut-être que très franchement, il n'avait pas le niveau pour Volk. Pas encore, parce que ça reste un combattant jeune qui progresse. Mais des fois, il faut rien changer. Des fois, il faut rajouter des trucs. Des fois, l'aspect géographique fait que c'est vraiment... Chaque combattant est différent. Personne ne ressent les choses de la même manière. Et ça, c'est au coach d'écouter et de se dire, bah ok, on change, on fait ça. C'est pas pratique de faire un camp à 8000 km, mais on s'adapte. Tu fais des allers-retours, tu vas, tu viens, Théo qui me donne un coup de main. Et je pense que pour Léon, effectivement, c'est pas de très bon augure. Voilà. Et je comprends les cotes. Moi, j'aurais quand même mis l'écart un peu plus faible. Parce qu'on oublie parfois les qualités qu'a un Leon Edwards. Par contre, je pense que Prates a carrément les armes pour le battre. Alors, on fera bien sûr une grosse preview quand ce sera le temps. Je pense que l'écart aurait été moindre s'il n'y avait pas eu Brady. Ouais. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, et vous le verrez, et je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait un Brady Shafkat pour que les gens se rendent compte. Sean Brady, c'est à Abu Dhabi qu'il a stressé. Mais il faut remettre dans le contexte, il était en train de se séparer de son précédent manager, il avait des problèmes personnels. Donc contre Belal, ça a cloché, mais Sean Brady est un monstre. Il a un niveau de sol très très nettement au-dessus de la catégorie, il a un physique de fou. Je vous ai dit qu'il avait fait le rebond devant moi dans le vestiaire à quelques minutes de rentrer dans la cage à Abu Dhabi, il était à 90 kg, le poids de Nassourdine. Donc Sean Brady est un monstre. Donc, mais on l'a quand même vu, Brady il a fait tout le premier round debout contre Léon, et j'ai pas vu un Léon étincelant. Non, et le Léon qui a fait contre Sean Brady en pied-point, je pense qu'il se fait outstrike par
par Prates. Ouais. Voilà mon avis. Voilà pourquoi je suis assez d'accord avec toi. je Même suis le pas... striking atypique de Prates va lui poser beaucoup de soucis. C'est ça. C'est pas déconnant les cotes parce que c'est parce qu'il y a eu ce combat contre Sean. Et si à la limite il s'était fait amener au sol tout de suite contre Sean comme au deuxième, je te dirais Alex, je sais pas. Mais là on a vu au premier round son striking moins étincelant, moins brillant que d'habitude. Et je pense que la perte de ce titre et les défaites qui ont suivi ont laissé des traces. Et je voulais conclure par te donner les codes du main et du co-main event du Madison Square Garden le 15 novembre, parce que ça va revenir à des discussions qu'on a eues dans le Jab Culture, sur toutes les catégories, et savoir qui serait le prochain à détrôner le champion ou la championne. Co-main event pour la ceinture des flyweight féminines, moins de 57 kilos. Valentina Shevchenko, la championne, 1,84. Weili Zhang, 1,76. Elle est favorite. Weili Zhang est favorite contre Valentina. Je sais qu'on n'était pas d'accord. Moi, je t'ai dit que je voyais Weili possiblement s'imposer. Ouais. Tu m'as donné des arguments qui m'ont en plus fait un peu nuancer mon propos. Elle est favorite, Weili Zhang. S'il n'y avait pas eu Grasso 1, je t'aurais dit ouais. Là, pour moi, je te jure, je pense vraiment à un combat à sens unique. Parce que Weili, mine de rien, elle a fait la promotion d'un film et elle n'a pas pu faire une montée. C'est pas elle est costaud à 52. Mais c'est pas une très grosse, donc du coup elle aura pas. Valentina non plus, hein. Elle est moins costaud que Manon, elle est moins costaud que Santos, mais du coup elle aura pas forcément l'avantage du gabarit. Je la vois pas du tout lutter Valentina, et je pense qu'en striking elle a un cran en dessous. Voilà, c'est mon avis contre une Valentina préparée, et je pense qu'elle sera préparée parce que d'après moi son temps dans la catégorie est relativement limité. Donc je pense que les 2-3 derniers combats qui lui restent, on verra qu'une Valentina à 100%. De toute façon, on fera, comme je le disais, bien une sûr, bonne preview c'est de tous hyper ces intéressant. Et le main event, où moi j'étais plus dans l'option, je pense qu'Islam va le faire, et toi tu me mettais beaucoup plus de nuances. Là, l'écart, tu vas voir. Jacques Della Maddalena, le champion, des moins de 77, 2,80. Islam Makhachev, 1,33. Le champion qui monte des moins de 70. On l'a pas vu à 77. Ouais. Là, il est ultra favori selon ses coachs. C'est genre, ce serait presque un exploit miraculeux que JDM le fasse. Moi, je pense que ce sera. Alors, je vois Islam quand même, hein. Mais je t'ai dit avec beaucoup de difficultés. Parce que, déjà, le Gab, pareil. Islam, c'est un gros lightweight, mais en quelques mois, parce que finalement, il s'est passé quoi? Même pas 12 mois depuis son dernier combat. Il n'a pas eu le temps de préparer une montée de façon optimum. Donc déjà, il est costaud, Jack. Moi, je l'ai eu dans l'avion à côté. C'est vraiment un costaud. C'est un vrai 77, grand et balèze, qui doit être pareil, qui doit reprendre 87-88 kilos le lendemain. Donc le gabarit, il l'a pas. Et il y a quand même, moi j'ai toujours envie de le replacer dans l'équation, même s'il est que coach de sol. C'est J. Hein. Ouais. On a vu ce qu'a fait Greg Jones pour le Volca 1. Là, c'est pas Volca, c'est pas un petit bonhomme, c'est un grand bonhomme qui frappe fort, qui est plus costaud, qui frappe plus fort que Volca, parce que ça, on peut pas lui enlever, il a des bûches à la place des mains. Et avec Greg Jones derrière, moi, je pense que ça va être très compliqué et qu'il va devoir vraiment aller au bout du bout du bout. Ouais, je t'ai dit, moi, je crois vraiment au sac d'Islam. Moi, je vois un 55-45. Quand j'ai vu les cotes, en effet, je me suis dit, je les imaginais beaucoup plus serrés. Même, je les imaginais en faveur d'Islam quand même, parce que même c'est le nom, c'est Islam Makhachev, c'est un des meilleurs combattants de la planète, mais plus serré que ça. Ouais. Là, il y a un vrai écart. Tu verras que ce sera plus serré que ça, Alex. Et peut-être d'ailleurs, d'ici là, les cotes auront peut-être évolué. Si, on verra ce qui se passera. J'en profite parce que tu as cité le nom de mot tout à l'heure, et j'ai vu que tu avais répondu à ça sur Insta, donc qu'on réponde pour tous nos auditeurs. À qu'est-ce qu'était Ragdoll? Parce qu'il y en a qui nous demandaient ce qu'est Ragdoll. Et doll, donc ça vient de la poupée, en anglais. Et donc, en gros, c'est en lutte ou au sol, c'est prendre un mec pour une poupée de chiffon, quoi. Et jouer avec comme tu joues avec une poupée. Voilà, c'est l'explication de Ragdoll. C'est le principe de claquer un mec par terre, au sol, et de le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Voilà, c'est un bon résumé d'Altric Cassata. on passe au reste de la carte. Mais au moins, tu vois, quand c'est imagé, les gens comprennent. Oui. Et le spécialiste de ça, tu disais, au Boxing Squad, c'est Virgil Hogan. Mais en fait, Ragdoll, déjà, c'est le vrai nom. Je ne me vois pas du tout. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à Montréal, il y a une loi qui t'oblige à... Ils ont interdit carrément tu peux pas dire les mots anglais. Donc, comment ils disent Ragdoll? Tu dis chien chaud. Je pense que s'ils parlaient de Ragdoll, ils diraient poupée de chiffon. Ouais. Mais si je vous dis, c'est un peu les bisounours, c'est demain matin. Il nous manque plus que des chapeaux de carnaval sur la tête. Parce que si je te dis Islam va poupée de chiffon Jack, là, il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien. Hein. Ah bon, si tu mets l'accent, peut-être ça passera mieux. Tu vois, là, on pose des petits chats sur la table et de temps en temps, on appuie sur un truc qui se déroule. Non, mais sérieusement, on peut pas, les gars, on peut pas. Pardonnez-moi, mais il y a des mots, on peut pas ne pas les dire en anglais parce que déjà, je vous rappelle que moi, à la base, oui, je suis très fier d'être français, mais je n'ai pas de MMA français. Je l'ai appris à l'étranger, que ce soit aux États-Unis et au Brésil. Il y a des mots, je sais même pas les dire.
Le fait de... Moi, je vous donne une colle. Le fait de passer son bras sous le bras de l'adversaire. Ce qu'on appelle un underhook ou en portugais esgrima, qui veut dire escrime. Je ne sais pas le dire, moi, en français. Non, je ne sais pas le dire, les gars. Donc, c'est bien hein, le défenseur de la langue française qui nous envoie des messages. Il y en a de moins en moins, déjà. Merci. Mais de me dire quel nom... Moi, un single leg, je ne sais pas le dire en français. Jambes simples, enfin, tu vois ce que je veux te dire rien dire. Ouais. Donc, il y a des mots, les gars, pour le moment... C'est dans la culture, tu vois, de nos sports. C'est vrai. Et moi, j'ai eu un message pour nos émissions boxe. Et je sais que je vais essayer de faire un effort là-dessus parce que c'est important aussi que les gens comprennent. J'ai tendance à parler en pound en boxe parce que j'ai grandi, enfin, tu vois, je me suis habitué à ça. Et je connais les catégories par cœur. Je peux te les citer les 17 par cœur avec le nombre de pounds. Mais il faut que des fois que j'explique à quel kilo c'est. Les mecs sont un peu perdus. Mais c'est une habitude de la culture de ces sports. C'est ça. Donc, mais vraiment, alors l'anglais, c'est nécessaire aujourd'hui quand tu fais du MMA. Mais moi, les mots en portugais et en anglais, je les ai. Mais il y a des mots, je les ai pas en français. Voilà, c'était pour la petite histoire. Le reste de la carte pour le débrief. Le co-main event, Rob Font, on rappelle qu'il affrontait David Martinez. Il devait d'abord affronter Raúl Rosas Jr., puis forfait de Raúl Rosas Jr. Et David Martinez, qui pour son deuxième combat UFC, devait affronter Kwang Lee. Il est catapulté dans le co-main event de cette noche UFC. Il affronte le numéro 9 des Bantams. Rob Font était numéro 9 avant ce combat, c'est pas n'importe quoi. Jackpot absolu. Pour le coup, on était pas mal aussi on l'avait dit. Sur le pari, les gars. On avait plutôt donné David Martinez. Deuxième combat à l'UFC. Il finit en plus à faire un peu une Max Holloway pour le spectacle à la toute fin. Il bat Rob Font. Et ben, il va être propulsé. Alors, peut-être pas top 10 direct, mais il est dans le top 15, c'est sûr. Et pour un deuxième combat UFC, Aldric, c'est jackpot. Et un truc que je me suis dit en finissant le combat, il va poser des problèmes à pas mal de mecs chez les Bantams, David Martinez. Fort, hein, décision unanime. Les 3 juges sont d'accord. Le deuxième round va à Font. Et le premier et le dernier à Martinez. Vraiment manière. C'est pas unanime, c'est tout le monde. Les journalistes, que ce soit MMA Latino-América, MMA Mania, Sherdog, tout le monde trouve ce scoring-là. Il a gagné ce combat, j'ai aucun doute. En premier, sachant qu'il combattait global, hein, pour ceux qui suivaient à l'époque. Mais en fait, c'est la manière. Il l'a secoué vraiment. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé ce combat. Et il a de l'avenir. Il va poser des problèmes. Oui. Il est jeune, il progresse. Il est à 13-1, je crois, ou 12, parce qu'il était, je crois, à 12 ans avant le combat. Il est, je te le dis tout de suite, il est à 13-1 maintenant. Oui. Ça va être un problème. 27 ans, Alex. Chez les moins de 61, ça va être un problème quelque temps. Il n'est pas très grand. Manque 1m65, c'est pas, même si c'est la KT, il a pas un physique de fou dans la KT. Seule défaite en carrière au combatté contre Gianni Vasquez, c'est une split. En plus, une split un peu bizarre. Je l'avais regardé, moi, le combat. Je l'avais cherché, je l'avais trouvé. Mais ouais, ça progresse. Franchement, ça progresse. C'est un problème dans la KT et j'ai envie de voir vite ce qui va se passer pour lui parce que c'est très fort. Je sais pas qui tu lui mets après ça. Parce que t'es obligé de lui mettre un top 10 en vrai. Là, t'es obligé, Alex. Hein. T'es obligé. Alors, fais voir. J'ai le classement sous les yeux. Laisse-moi 2 secondes. Bantam. Donc, du coup, il devrait arriver, je pense... Peut-être pas 9, mais tu sais, un peu comme Ante Delija. Ils vont le faire mettre 11 ou 12, un truc comme ça, sans doute. Il y a Ayman qui a son shot. Ouais. Ça, OK. Mais derrière ça, il y a Vinicius. Ça pourrait être pas mal. Ouais, en vrai, ouais. Vinicius qui est 12 et qui n'est pas encore matché, si je dis pas de bêtises. Plus mauvais le match-up pour lui. Vinicius et Marcus Magui, pour moi, c'est les plus mauvais match-up. Parce que je les trouve dans le même registre. Tu vois, c'est un peu risqué. Un peu supérieur dans le même registre. Ouais. T'as plus facile Kyler Phillips ou Montel Jackson. C'est mon avis, ça reste dur. Hein, on est au top 15, mais je pense que c'est un peu plus simple. Et après, mais c'est là que tu vois quand même que cette KT est quand même chaude parce que derrière, tu as 6 Figueiredo, 7 Marlon Vera, 8 Mario Batista. Alors Batista, je pense qu'il va perdre, mais on va voir un petit peu ce qu'il a dans les tripes contre Nurma. Mais cette KT est vraiment pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et tu as un nouvel acteur qui vient d'arriver. Et on l'avait dit, hein, c'était l'équivalent de si Axel Sola, il est sur une carte pour son deuxième combat. On le propulse dans un co-main, machin. Parce que tu vois, ancien champion. Et il est solide. Hein. Ares aussi. Il est solide, il n'a pas tremblé. Hein. Et d'un coup, tu te retrouves top 15 au bout de 2 combats et tu vas vers ces gros combats directs. Quoi. C'est très intéressant. J'espère que c'est pas trop tôt, qu'ils vont pas le griller parce qu'il n'a encore une fois que 27 ans. Là, il n'y a pas eu d'étape intermédiaire. Là. Boum. Pareil, là, tu vois, côté management, je pense qu'il faut calmer. Il a 27 ans. Peut-être lui donner un mec extérieur au top 15. Oui, ce que je veux dire. Un mec qui est juste avant le top 15. Ou alors fin de top 15. Sauf qu'ils vont pas le faire. Parce que tu sais que... c'est les opportunités. C'est pour ça que c'est important, les gars. Choisissez bien votre management. Qu'il soit bienveillant. Qu'ils veulent pas
rentabiliser le truc au plus vite, qu'il accepte de monter doucement, plutôt de dire peut-être qu'il va signer un autre contrat. Parce que tu sais, il y a cette perspective. Bien sûr, mais c'est normal, c'est du business aussi. C'est Mais ça, t'as le raison. truc. Un mec juste en dehors ou 15 ou 14, tu vois, c'est peut-être ce genre de match-up. Parce que tu vois, c'est son deuxième à l'UFC. Deuxième combat. Donc là, où ils vont pas le re-signer tout de suite, mais il se dit, si on prend un challenge, qui gagne, c'est bon, c'est jackpot. Tu passes au 3e contrat au lieu de négocier tout de suite le 2e step. Mais ça, c'est de la vue à court terme. Surtout en cas de victoire. Ouais. Où là, tu jackpot surtout en cas de victoire. Ouais. Mais ça, c'est voir à court terme. Moi, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. On verra si le management est intéressé ou pas quand il va être matché. Je pense qu'il va être matché assez vite. Moi. Dans le combat d'avant, on avait le TKO de Rafa Garcia sur Jared Gordon. Alors, c'est Belal qui dit ça sur les réseaux. Accident de voiture, alors tu m'as dit en off. Parce que j'ai cité la phrase exacte, le tweet exact de Belal. Jared s'est fait got hit, donc s'est fait taper par une voiture hier et a pop Disney, donc son genou a tourné à ce moment-là, mais il voulait pas pull out et il a combattu comme un guerrier. Je pense qu'il n'y a aucune raison parce qu'il répondait même à des mecs en dessous en disant, ouais, c'est pas une déclat quoi. Non, c'est a priori c'est réel. Enfin, si on en croit Belal Mohamed, c'est fou, Aldric. Après, Garcia il fait un bon combat. Hein. Ouais, très bon. Pas mal Rafa Garcia quand même. Hein. Mais c'est fou de la part de Gordon, quoi. On l'avait dit aussi quand on a fait la preview. Moi, je l'ai trouvé super agréable cette noche. Ouais, très même bien. la prélim. Je l'ai trouvé bien. J'étais entre, tu vois, t'as jonglé, toi. Et les prélims de Canelo Crawford dans un stade vide. Les premiers combats, les mecs, il y avait 12 personnes dans la Legion Stadium. C'était terrible à voir. Mais ouais, elle était très agréable à voir. Je suis assez d'accord avec toi. On a eu Kelvin Gastelum aussi, décision unanime sur Dustin Stoltzfus. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Non. Ne serait-ce que combat très moyen, il n'a pas d'avenir. Même le respect du poids et tout, j'en peux plus. Moi. Oui, non, mais ça. À la limite, on peut ouvrir ça. Parce que c'est vrai qu'on voulait pas en parler parce que la presta et machin. Mais il faut arrêter, quoi. Ça fait combien de fois qu'il fait pas. Il a 5 pounds. Non, mais je pense qu'il va être release là. Là, on parle pas on parle pas de Keita qui avait 1,3 selon avec la limite. 5 pounds, le mec. Non. Et ça fait plusieurs fois. C'est un mauvais exemple. Et quand il est sur la balance, il sourit presque, tu vois. Il bénéficie un petit peu de son statut d'avoir été challenger à la ceinture et tout, mais je trouve que ça renvoie pas le bon exemple aux jeunes. Ça me plaît pas. Et même le physique, tu vois, c'est un physique de poids lourd qu'il a. Il a pas d'avenir, tu vois ce que je veux dire. Il va pas faire un run. Ouais. Donc release-le. Enfin, c'est dur à dire, mais il release-le parce que voilà, flemme quoi. La victoire, on en avait parlé parce que c'était un combat qu'on attendait être plutôt fun d'Alexander Hernandez sur Diego Ferreira. Pas mal, hein, plaisant. Un petit KO au 2e round, ouais, c'était pas mal. Ouais. C'était annoncé que c'était plutôt fun et que c'était pas mal. Pas grand-chose d'autre à noter. Je voulais Tatiana Suarez. Attends, vite fait, parce que c'est lui. Donc, on reprend vite fait. Kwang Lee, au départ, doit prendre David Martinez. Tout à fait. Il finit pour contre Santiago Luna. Il prend un jeune de 21 ans. Qui est champion, je crois, de lutte nationale. Exactement. Un truc comme ça. Qui faisait ses débuts là à l'UFC, qui sortait d'une petite alors il était à l'UWC avant, voilà. Et qui finit par battre Kwang Lee. KO round 1. Ouais. 21 ans. C'est vrai que ça peut se noter quand même pour 21 des débuts. 21 ans, 7-0, Alex. Donc pas mal l'histoire. Encore un qui peut, et on est toujours dans cette catégorie bantam, donc encore un 21 ans, qui peut devenir un nouvel acteur de ces catégories-là avec le temps, parce que tu as raison, l'âge fait que ça va progresser, il y a encore beaucoup de temps pour faire des progrès. Et puis déjà, on va, avec cette première victoire sur Kwang Lee, tu t'installes tu vas pouvoir aller chercher un peu plus haut là. Ouais. Fort. Tatiana Suarez s'impose décision unanime parce que sur Amanda Lemos. même si Cédric Dumas avait réussi à avoir l'accord du juge pour aller au Texas, voilà. Non, compliqué. Il y a la défaite de Claudio Lopez aussi, split décision. Alice Pereira, c'est bien d'être jeune, mais on passe aussi à autre chose, c'était pas très beau. C'est là que tu vois quand même que c'est cool de faire le record et d'arriver à l'UFC à 19 ans, mais il y a des levels. Elle est pas assez mûre. Il y a des levels dans ce jeu, et tu vois, je t'avais dit, je l'avais pas vu combattre, mais on avait dit du bien sur certains réseaux, c'est pas assez mûr du tout. Non, mais il y a encore beaucoup de progrès. Tu peux pas avoir la maturité, c'est dur le MMA quand même. Surtout à l'UFC, surtout au plus haut niveau. Et Suarez, t'as raison de me faire la passe D, c'est plus la même Suarez. Non, mais. Et la Suarez qui avait tant d'avance en lutte quand elle est arrivée à l'UFC, qui paraissait là, on l'appelait la Rabib au féminin quand même. Oui. Cette avance, 6e mondial, à un moment elle était classée en lutte. Elle est plus du tout là, cette avance. Enfin, t'as l'impression. Moi, je suis fan de la résilience et de de l'histoire. Ça ne permet pas de ragdoll les gens comme elle pouvait le faire à un moment. J'espère qu'elle va se reprendre parce que je suis absolument fan de cette résilience. Cancer, chimio, croisée derrière. Bien sûr. Elle est franchement, j'ai pas mal échangé avec elle au PI. C'est vraiment une très bonne personne et elle revient des enfers, elle, pour de vrai.
Là, par contre, la sympathie, on doit laisser de côté. On doit analyser la performance de façon factuelle. Et elle n'y est pas du tout, la performance. Surtout contre une Amanda Lemos qui n'a plus rien à jouer dans le game et qui a montré beaucoup de faiblesse sur la lutte et le sol. Bon, bah voilà, la perf est vraiment pas ouf. Elle se fait même, quand je t'ai sur ça, Ouais, dans le round 3, tu te souviens, il y a un slam et elle Ouais. se fait renverser direct par Lemos. Elle perd le round 3, clairement. C'est pas ce que tu t'attends de Tatiana Suarez. Non. Quoi. Donc, là, si elle combat comme ça contre le reste des filles de la KT et notamment, comment elle s'appelle, le petit requin Baby Shark là, qui avait combattu contre Manon, Ricci. Tabata Ricci, Ouais. ça passe pas. Ouais. Tu verras ce que je te dis. Contre Ricci, ça, qui est moins doué qu'elle en lutte à la base, ça passera pas. Je peux te suivre. Et tu voulais noter aussi quand même la performance de Danil Donchenko. Alors, l'Ukrainien. performance, là, lui, il a fait mieux que nous, parce qu'il a fait et la perf et le call-out qui va bien. Mais j'ai trouvé magnifique son call-out. Donc, Danil Déjà Donchenko, très impressionnant KO. ukrainien, sur finale Rodrigo, du TUF à 77 qui avait été reportée, je sais pas, c'était il y a un mois, je crois, qu'elle devait, devait être passée. C'était quand il y avait celle des fly en même temps, C'est la ça. finale des fly. Il prend Rodrigo Cezinando et il le met KO. Premier round avec crochet et frappe et suivi au sol. Impressionnant, enfin, Ouais. KO. Il prend le micro et il dit à Dana, je te fais cadeau l'argent, mais signe mon teammate. Alors là, c'est le call-out de l'année. Là, on peut rien dire. Il a tout fait, le mec. Il nous a mis tout le monde d'accord. Ce qu'on appelle une passe D, là. Je te donne l'argent et fais signer mon gars. Alors là, c'est rien à dire. Magnifique, il gagne le TUF, il pousse sur son copain, c'est 20 sur 20 surtout, et bravo à lui. Ouais, et on va voir ce que ça va donner derrière, parce que super performance, et comme tu dis, vainqueur du TUF, donc ça t'ouvre un avenir à l'UFC. Il va avoir des shots, et il va avoir de l'exposition, parce que c'est toujours été comme ça avec les vainqueurs du TUF, donc maintenant, mais puis j'ai envie de le voir, parce qu'il frappe, il se bouge bien. À 77, on va voir s'il va se hisser un petit peu vers ce top 20, top 25, et on verra. On a fini la page UFC parce qu'il n'y a pas de preview cette semaine. Il n'y a pas d'UFC la semaine prochaine, une des rares semaines de l'année où il n'y en a pas. Et on se retrouvera la semaine suivante à Perth, en Australie. Voilà, c'est Hulbert Greyes, le main event. Donc, pareil, le main event me plaît, mais bon, il faut l'assaisonner un petit peu. Il est un peu dur à digérer. La carte n'est pas en termes de name value, tu vois, tu préférais 100 fois la Fight Night de Paris, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour faire la preview de cet événement. Puis ensuite, on enchaînera sur ce gros mois d'octobre avec l'UFC 320 début octobre, puis le 321 fin octobre avec Cyril Aspinal. Donc, Manon, octobre, il y aura Cyril, des choses. Et entre-temps, ce que j'allais dire, entre-temps, Manon et Fluffy de Reader. Parce que c'est chaud. Il y a Iman qui continue son shot, il y a Manon qui se relance, il y a Fluffy de Reader. Ce Vancouver, mine de rien, il est pas mal. Hein. Et en plus, le 11 octobre, donc entre le 320 et Vancouver, c'est Rio. Ouais. C'est ça. Le mois d'octobre, chaque semaine. Non, il est ouf. Chaque semaine est magnifique. Là, il est ouf. Donc, on aura beaucoup de choses à dire sur l'UFC dans ce mois d'octobre et on se retrouvera pour Perth la semaine prochaine dans la famille débrief. On fait RS34 quand même parce que là, on va avoir des choses à dire. D'abord un peu sportivement, mais aussi beaucoup sur les règles. Sportivement, on commence par le main event. Juste un truc. Oui, vas-y. Bravo à Sébastien Laurent, le matchmaker de l'ARES. Ils ont été beaucoup critiqués et là, moi, j'ai beaucoup aimé cette soirée. Je tiens juste à relativiser. Les gars, l'ARES, c'est une plateforme de l'UFC. Mais plateforme de l'UFC, c'est comme le Cage Warrior. Ça ne veut pas dire que tous les acteurs de l'ARES vont aller à l'UFC, Alex. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est compliqué de dire « Ouais, mais c'est pas le niveau UFC ». Non. Samedi soir, il n'y avait pas que des gens qui avaient le niveau UFC. Mais les combats étaient divertissants. Et là, j'ai envie de mettre en avant le matchmaker parce que j'ai trouvé que c'était très équilibré. Mais de tout. C'est-à-dire qu'il y avait un garçon dont je te parlais qui faisait ses débuts pro, qui était Adel Cherifi, qui est pourtant de l'équipe de Nicolas. On sait que Nicolas a des bons liens avec le groupe Slam, puisqu'ils sont impliqués dans sa nouvelle salle et compagnie. Et pourtant, on lui met en face Jordan Bradshaw, qui a un palmarès amateur de fou, qui a fait les IMAF. Et ça fait un combat d'encadrement absolument dingue. Pourtant, ça fait une défaite de Cherifi. Hein. Gros grappleur. C'est surtout pas un combat facile qu'il a donné à Cherifi pour ses débuts. Vraiment pas. Et grosse expérience amateur et tout, et tu te retrouves face à un bourbier pour tes débuts pro. C'est ça. Vrai, vraiment. Jordan Bradshaw, Adel Cherifi, c'était magnifique. Tous les combats avaient, même Modibo, il a eu un Allemand qui n'était pas le meilleur au monde, mais qui était solide. C'est comment qui s'appelle Anatoly Adzamian, l'Allemand. Modibo qui passe en 3-0. C'était des très bons match-up, extrêmement équilibrés. Donc voilà, je voulais le dire. Bravo au matchmaker Sébastien Laurent. Il a fait de l'excellent travail.
Tu veux faire quoi? Une petite review des combats rapides côté sportif? De toute Ouais, façon, ça, on l'a fait sans le, Non, mais en fait, sans le vouloir. Hein. On a parlé d'Adel, on a parlé de Modibo. Modibo, donc, belle soumission pour passer en 3-0. En fait, la retraite de Sofiane Oudina. Benoît Prigence a été annulé. Ouais. C'est un combat dont vous avez parlé la semaine prochaine. Ouais, la retraite de Sofiane. Alors, je suis désolé, mais je vais l'appeler Panda comme tout le monde, le gars de la team de Clément Marcoux, parce que là, je m'aventure même pas. Hein. Donc, Sofiane qui pose les gants, une légende. Franchement, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est un mec qui compte dans le MMA français, qui termine sa carrière avec 11-11, qui a pris tout le monde, qui a jamais refusé un combat. Il devait même prendre Benoît Saint-Denis à une époque. Sofiane Oudina, bonne retraite à toi, 41 ans, rien à dire. Tu voulais du divertissement, Ronnie Bouzy contre Derrick Soukhoudjou. Magnifique aussi. Hein. Ouais. Ils se sont envoyés les deux. Ils se sont envoyés, ça allait dans tous les sens. Voilà, c'était fun comme combat. T'as vu les match-ups? C'était très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était très bien. Et on arrive sur les 4 combats qui vont nous intéresser plus parce qu'on va ouvrir aussi sur des règles. Et on va commencer par le main event parce que ça va nous ouvrir tout de suite. Non, vas-y, on remonte. Comme ça, on finit sur le main event. Title Shy, d'abord, donc, qui affrontait le Portugais. Attends que je reprenne. Alors, les gars, que vous le sachiez. Antonio Chagas da Silva. Je voulais pas écorcher son nom. On a une feuille de juge parce que, pareil, l'arbitrage a été beaucoup critiqué. Et moi, je suis le premier, hein, même si j'ai jamais caché. Je travaille de temps en temps avec la Fédé. J'aime beaucoup Lionel Brézéfin. Mais quand c'est pas bien, je le dis. Et on discute et on a des axes d'amélioration. Là, il n'y a aucune critique. C'est bien fait et on va vous expliquer pourquoi. Parce que c'est facile de dire c'est bien sans mettre de la matière et de l'explication. Là, on va vous expliquer pourquoi, à notre avis, parce que tu es d'accord avec moi, Alex, aussi, c'est bien. Et on va commencer par le combat de Title. Title Shy qui remporte le premier round pour les 3 juges, qui perd le deuxième round pour un juge et qui gagne le dernier round pour les 3 juges, mais avec ce point de déduction en moins. Donc on en revient à ce qu'on a parlé sur Diego Lopez, Jean Silva tout à l'heure, pour des coups de coude 12-6, trop derrière la tête. On est d'accord que c'est la bonne décision. Ouais. Puis c'est Godard qui... bonne décision. C'est Godard qui prend le... on parle pas de Jean Dupont. S'il y a un arbitre qui s'appelle comme ça, je m'en excuse, mais je crois pas. Hein. Mais c'est Marc Godard. Jean Silva et Jean Dupont. Tu vois, mais la version brésilienne. C'est ça. Mais c'est Godard qui prend la décision de mettre un point de pénalité. Donc, ça veut dire que le coup ne va pas au bon endroit, c'est tout. Ça donne 2 juges contre 28-28. Donc, égalité majoritaire, puisqu'il y a 2 juges qui donnent cette égalité sur les 3. Et Title ne râle pas, d'ailleurs. Tu as vu après. Tu sais, par contre, il y a un truc... Qu'est-ce qu'il fait, Godard, à la fin? Alors, est-ce que ça t'a demandé à Lionel? Pourquoi il sort de la cage? Il va voir t'as l'impression qu'il est énervé. Il va voir la table des juges. En fait, il y avait une mésentente avec une partie du staff, mais médicale. Rien à voir avec les juges. Ok, rien à voir avec les juges. D'accord, c'est pas le jugement. Non. C'est pas genre les juges avaient oublié le point en moins. Non, parce que c'est lui qui met le point en main, donc il est entièrement responsable de ce draw, donc ça n'a rien à voir du tout avec la décision. Ok, donc voilà, donc décision logique pour Title Shy avec ce. Et il y a donc un des juges qui, malgré tout ça, comme il lui a donné les 3 rounds, le fait remporter le combat, malgré le point de déduction pour le coup. Donc c'est tout à fait la décision elle est cohérente. Il y a un point en moins, il y a 3 rounds, donc effectivement ce point en moins fait souvent arriver à un match nul majoritaire et c'est ce qui est arrivé au combat de Title et il l'a très bien accepté. Tout à fait. On passe au combat de Delphine Benwesh, notre Française en moins de 52, qui affrontait Ingrid Santana da Silva pour une victoire, décision partagée, donc 2 juges à 1 pour Ingrid Santana da Silva. Le premier round, il y a 2 juges qui le donnent à la Brésilienne, un qui le donne à Delphine, à la Française. Le deuxième, tout le monde le donne à la Brésilienne. Et le troisième, tout le monde le donne à la Française. Donc, ce qui donne cette décision partagée, des huées du public de l'Adidas Arena qui soutient la Française, on peut le comprendre, mais qui semble donc ne pas comprendre la décision. Pour moi, c'est un combat qui peut partir dans les 2 sens en termes de jugement. En fait, le seul round qui laisse sa décision, c'est le premier. Je t'avoue, je suis devant. Voilà, exactement. Le premier est vraiment, et d'ailleurs, c'est le seul qui est partagé entre les 3 juges, enfin, qui a des décisions différentes. Je peux entendre que tu donnes la victoire à Delphine, puisque tu peux donner le premier round, il est très serré. Moi, je t'avoue, devant mon écran, j'ai la Brésilienne qui gagne. J'ai regardé 3 fois le premier round pour être sûr. Déjà, s'il vous plaît, arrêtez avec l'arbitrage maison. Ça n'existe plus. C'était mon époque, celle de Johnny, où tu allais à l'étranger. Il faut arrêter ça parce que pour avoir des combats de qualité, il ne faut pas que les étrangers qui viennent, ils savent qu'ils vont manger une douille. Arrêtez avec ça. Ça n'existe plus. Ça ne doit pas avoir. Tu l'as entendu au commentaire? Au commentaire, on va peut-être bénéficier d'un arbitre.
Faut arrêter ça. Même aux commentaires, je suis désolé, mais les gars, arrêtez de distiller ce Oui. genre d'idées, genre que bon, c'est pas grave parce qu'on va avoir un jugement maison. Est-ce Non, que nous, il faut on a pas envie, ça. quand on va au Canada se battre à Vancouver pour Manon ou à d'autres, d'avoir un Contre une arbitrage Canadienne, maison? ouais, Est-ce j'espère qu'on peut pas, arrêter ça? Est-ce qu'on peut voir ça comme un sport presque olympique des fois? Parce que notre culture de l'underground, pardon, elle va trop loin. Arrêtez avec C'était il y a 20 ans, les arbitrages maison, ou il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai sport avec des règles unifiées. Beaucoup plus codifié. Et aujourd'hui, un étranger, s'il y a un round serré, bah, les juges, ils jugent en leur âme et conscience. C'est dur de juger en live. Moi, j'ai regardé le combat 3 fois, le premier round, pas le combat, 3 fois le premier round, parce que dès ma première vision, 2-3 pour moi, ils sont très clairs. Il n'y a rien à dire, c'est clair et net. Par contre, effectivement, le premier, selon l'angle, selon ce qui se passe, parce que je vous rappelle que la Brésilienne, elle combat un peu à la William Gomis en reculant. Et autant les shoots de Delphine dans le troisième, les frappes, elles sont significatives, elles touchent. Autant dans le premier, je trouve qu'elle touche c'est pas. compliqué. Hein. Je trouve qu'elle touche pas assez et que, Ouais. au contraire, la Brésilienne qui, comme tu dis, boxe en reculant, elle est beaucoup plus précise pour moi. Je l'ai vue qu'une fois, contrairement à toi. Mais je la trouve plus précise et je trouve qu'elle prend le round Ouais. pour ça. Parce Et que après, bien sûr c'est qu'on a plus le bien efficace dans ce qu'elle fait. Alors oui, il y a la pression Ouais. de Delphine, il y a l'agressivité. D'ailleurs, pareil, au commentaire, je crois qu'à un moment, ils disent, mais l'agressivité est, une nouvelle fois, le critère, c'est le dommage. L'agressivité et tout, ça vient en dessous. On va en reparler des critères avant À la la fin de fin, cette page Ares. Mais sur la précision et donc l'efficacité de ses frappes, et pour moi, c'est la Brésilienne. Mais après, le problème, si tu veux, Malheureusement, hein, parce j'ai que j'aime reçu beaucoup Delphine. 14 questions sur Delphine hier et j'ai répondu qu'une fois. J'ai dit, on en parlera pendant le podcast. Bien sûr qu'on a envie qu'elle gagne, notre Française, qui est au port de l'UFC, bien sûr. Mais après, ce premier round, en étant totalement objectif, et j'ai pas de crainte à dire ça, parce que je pense que Nico, quand il va débriefer avec elle, je sais pas quand il va le faire, des fois c'est après les vacances, des fois c'est avant, des fois c'est à chaud, des fois c'est à froid, c'est pas très important, bah, il va être honnête avec elle, je suis sûr qu'il va lui dire. Le premier, ton entame de combat, elle est pas au petit. Ton troisième, il est magnifique, mais elle met du temps à rentrer dans ce combat. Après, compliqué. Pour ça que je saluais le matchmaker. La fille est forte. Elle sait boxer en reculant. Est-ce que sur des filles comme ça, moi, tu vois, quand le mec est vraiment fort à reculant, je préfère le lutter de temps en temps. Au moins pour le mettre un peu au pied du mur en scorant des rounds. C'est dur à dire ce que je veux dire. Peut-être pas de leçon, tu vois. Je suis pas coach. Aucune Je suis leçon pas à coach, je suis pas combattant. Mais quand tu commences et que tu vois que l'autre est plus précise et que dans ce style de combat, toi, quand tu mets la pression sur ce premier, bah, elle te touche plus que toi, tu la touches vraiment, en vrai. Faut pouvoir s'adapter. Et tu sais pourquoi je dis il n'y a pas de leçon donnée, parce qu'on en avait parlé pour Manon dans le premier round contre Valentina. Ouais. Tu vois, donc Bien ça sûr. peut arriver même au tout meilleur, au tout haut niveau de bien sûr. l'UFC, de mettre un peu de temps à s'adapter. Moi, le premier. C'est ce qu'il faut faire, parce que sinon. Mais là, on tu peux analyse perdre le les round. faits. Tu Ouais. vois, donc Ouais, ouais. effectivement, sur le premier, il laisse. C'est très compliqué de le juger. Globalement, il peut vraiment aller dans les deux sens. Ouais, c'est avec pas un scandale s'il va à Delphine. Pas du tout. Un petit plus quand même à la brésilienne, parce qu'effectivement, il y a peut-être en tout cas, au niveau de ce qu'on voit à la télé, s'il faut, sur un autre angle de vue, tu vois différent. Hein. Mais sur ce qu'on voit à la télé, effectivement, c'est petit avantage à la Brésilienne. T'as raison, les angles font aussi. Ouais. Les juges, ils sont à différents angles. On le répète souvent aussi de la cage. Tu vois C'est pas ça. la même action. Aucun des trois juges ne voit le combat de la même façon. Exactement. Après, on peut pas parler de vol. Non, c'est pas ça. possible. C'est que c'est pas. En tout cas, c'est pas un vol. C'est pour ça que je comprends la réaction frustrée du public, mais c'est pas un vol. Bah, elle a beaucoup de supporters, Delphine. C'est un combat serré qui peut basculer d'un sens ça. comme de l'autre. Et on savait que elle était au port de l'UFC, que ça pouvait se passer rapidement. Donc c'est embêtant, mais Ouais, c'est frustrant. Mais sur ce combat-là, le combat était d'un très haut niveau et je pense que ce combat va la faire progresser. Et en tout cas, c'était très intéressant à regarder. Le co-main, Aboubakar Bathily, notre ami AB, un Boulox, qui défendait sa ceinture poids lourd contre le Suisse Moreno Cassaport, avait dit que c'était J'avais dit que dans les deux pouvaient aller à l'UFC. C'était UFC Isab pour le Ouais. gagnant dans un Ouais. combat comme ça. Surtout parce que tu as raison, l'ARES a une belle passerelle pour l'UFC et que c'est. Moi, je pense qu'il va y aller Cassaport là. C'est une catégorie poids lourd dont on vous a déjà parlé dans nos épisodes matchmaking, voilà, où il y a de la place pour rentrer dans la grande ligue. Victoire, hein, le KO de Moreno Cassaport sur Abou. Bon, il est dur. Il est dur à voir. Il faisait pas un mauvais. Moi, Il est dur à voir. on n'a pas la feuille de score. Non, Hein. celle-là, on l'a pas. Mais je pense qu'il était bien dans son. Je pense qu'il perd quand même son premier round. Oui, je pense À bout aussi. quand même. Mais il était bien.
Il faisait une entame de combat intéressante, mais Moreno, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, ben c'est pas mal. Il est dur à emmener au sol, il bouge bien. Il y avait quand même une grosse différence de taille aussi, tu vois. On le sait, Kabou, c'est un petit poids lourd, mais il y a une grosse différence de taille. Qu'est-ce que t'en penses parce que beaucoup ont dit que pour le coup que l'arrêt de l'arbitre était un peu tard. Alors c'est très rapide hein, ce qui se passe, mais je pense alors pour le coup Aldric, je pense qu'il est out quand il Oui, mais comment tu veux le savoir? C'est ce que j'allais te dire aussi. C'est pas une volonté de blesser à bout. Non, voilà, là faut être devin pour l'arbitre parce que tu peux te dire juste qu'il a pris le coup, qu'il est un peu sonné et qu'il trébuche. Il y en a qui recomposent au sol derrière. Voilà. Donc là, il attend que 2 frappes pour arrêter derrière. Bon, pour moi, c'est pas choquant. Bah, tu vas vers le même endroit que j'allais. Alors, mais il est out sur le. Quand tu revois les ralentis et tout, il est out. On va pas commencer à les arrêter debout, sinon ça va laisser trop de place à du vol. Ouais, et à de l'interprétation. Tu tombes sur une frappe, tu regardes, il y a des mecs qui arrivent à recomposer, d'autres pas. Bah, à ce moment-là, t'arrêtes Axel contre Daguerre alors? Non. Tu dois voir ce qu'il est capable de faire quand son corps touche le sol. Là, en l'occurrence, il est éteint. Et c'est très logiquement arrêté après 2 frappes très rapides et pas très appuyées, donc très bien l'arbitre répond. On voit ça, en tout cas, ouais, c'est l'image, parce qu'on sait, voilà, on l'aime bien, on l'aime bien beaucoup sûr, à c'est bout, embêtant. Donc l'image était dure et c'est embêtant pour lui. Mais c'est le haut niveau. Il y avait le combat contre Xavier Le Sou pour unifier les 2 titres qui étaient dans les tuyaux. Il s'était chauffé, la possibilité peut-être d'aller à l'UFC si tu fais un run. Donc voilà, ça s'écroule un peu pour Abou, mais il reviendra, on le sait. Et voilà, c'est plein de force à lui. Mais ouais, l'image. C'est le haut niveau. Le dur. Exactement. C'est le haut niveau. Par contre, Moreno, ça peut y aller peut-être. Moi, je voudrais voir Kassapor à l'UFC maintenant. Ouais, ça peut y aller. Vraiment. Ils se sont chauffés, le Sou est venu dans la cage, donc bah, je pense qu'ils le font ce combat-là. Mais après ça, si Moreno s'impose, va savoir s'ils le font. La catégorie poids lourd en ce moment, en plus un Suisse à l'UFC, va savoir s'ils le font. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Peut-être. Après, il l'a déjà battu, hein, Moreno. Je crois qu'il a battu le Sou il y a 3 ans. Ouais, il l'avait étranglé. Ouais. À voir. C'est vrai qu'il a beaucoup progressé, le Xavier Le Sou. Moi, j'aimerais bien le voir. On verra ce que l'UFC décide. Il y a des UFC quand même là nous. Quand je dis nous, c'est européens, avons besoin d'un visa. Néanmoins, tu as Abu Dhabi, tu as Doha, dans pas très longtemps, au Qatar. Donc, il peut y avoir des short notice. Il peut y avoir des short notice et il y a des poids lourds sur la carte. Ouais, tout à fait. Et tu as raison, c'est un profil qu'on aimerait bien voir là. Qui je pense aurait sa place dans ce roster-là, vu l'état de ce roster. Je rappelle qu'il y a des gens comme il y a beaucoup de méchants qui ont parlé du physique d'Abo et tout. Je vous invite à aller regarder qui est Chris Barnett et vous verrez qu'en poids lourd, il y a de tout. Ah, mais il y en a plus d'un. Hein. Bah oui. Derek Lewis, ça fait 10 piges qu'il met des KO, quand même pas le physique. Et en plus, il nous force à le regarder en slip après. Voilà, le plus athlétique. En plus, exactement. En plus, il vous met son slip. C'est un concept, toujours, Derek Lewis. Hein. Les poids lourds, bienvenue chez les poids lourds. Et le main event, Paulin Béguet contre Moustapha. Ça, c'est intéressant. Diakhaté. Ouais, c'est un rare cas, parce que c'est pas si souvent que ça arrive, Aldric, d'égalité partagée. C'est-à-dire que les 3 juges ont 3 visions différentes et 3 scorings différents du combat. Le premier à 47-47, égalité. Le deuxième juge à 48-47 en faveur de Paulin. Le troisième juge à 48-46 en faveur de Moustapha. Avant qu'on rentre dans les critères de scoring, ce que tu as pensé un peu du combat global, le premier round, c'est ce qui va nous ouvrir aux critères, il y en a 2 juges qui le donnent 18 à Moustapha. Ouais. Moustapha, mais on le savait, il est jeune, il était à 4 combats avant ça seulement, et il avait beaucoup fini très vite, je crois que c'est que des premiers rounds, non? Que des premiers rounds. Il n'avait pas le gaz. Ça se voit. Paulin, d'ailleurs, aussi a beaucoup de mal sur la fin. C'est pas qu'il n'avait pas de gaz, c'est qu'en fait, Moustapha, il se pose pas de questions, il y va pour détruire. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en ayant. Il réfléchit pas, lui. En n'ayant pas terminé le combat, et avec Paulin qui résiste, bah, à la fin, à partir du 3, ça commence quand même à être difficile, mais pour Paulin aussi. Ça devient. Parce que Paulin, il a quand même pris pas mal au premier round, tu vois, mais Paulin, il revient bien quand même. Hein. 4 et 5, c'est pas mal ce qu'il fait. C'est vraiment pas mal. C'est du toucher sans être touché à la Cyril Gane, hyper intéressant quand même. Ah, je suis d'accord. Ah ouais. Tu l'avais vu comment, toi? Tu l'aurais jugé comment, le combat? Écoute, dès le début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur le premier round? Parce que on fera un rappel des règles après, mais il y a quand même des dégâts et de la durée. Ouais. Tu vois? C'est 18. Dans les critères qu'on va dire là. Je vais même te dire mieux. Il y a même de la domination aussi. En vrai, même avec les anciens critères, tu peux parler d'un 18. Sauf qu'avant, on n'était pas très sensibilisés. Là, il y a eu une action de sensibilisation de Lionel Bressfin et des équipes arbitrales. Il faudra en parler après. Mais effectivement, l'entame de match de Paulin, elle n'est pas ce qu'elle doit être. Il ramasse sur le takedown. Il sort pas de la position ou très tard à la toute fin du round. Il finit debout, mais genre à 20 secondes de la fin. Et il prend beaucoup de coups. Est-ce que c'est l'arbitre a failli arrêter? Non, parce qu'il arrive quand même à défendre, en tout cas à manifester de l'intérêt dans sa responsabilité défensive, mais il prend beaucoup de coups. Pour moi, c'est un 18. Moi, je pense dans les critères actuels, vraiment. Avec ce 2D, c'est sûr. Avec le 3D, je t'aurais dit, Alex, je suis pas sûr. Et alors, précision tout de suite, même si le troisième juge qui a mis 19, puisqu'il y en a 2 qui mettent 18, aurait donné un 18,
c'est la carte où Paulin Béguet est devant. Donc ça aurait fait 47-47 au lieu de 48-47. Donc il y aurait eu égalité majoritaire quand même. Donc il n'y aurait pas eu de champion à l'issue de ce combat, quoi qu'il arrive, même si ce juge-là donne 18. Deux premiers rounds, de toute façon, sont pour Mustapha. Et la différence, c'est que deux juges donnent les 3 derniers à Paulin et que celui qui a Mustapha, donc vainqueur sur sa carte, donne le 4e à Mustapha. J'ai plus de mal avec cette décision-là. Moi aussi. Je dois t'avouer. Mais il faut voir les angles. Moi, je n'ai pas envie de tirer sur ces mecs et j'ai même envie de les mettre en avant. Ils ont été formés à ces nouvelles directives et ça fait un petit moment en France que j'ai pas vu de folie. Il y en a eu à un moment. Comme par hasard, ces juges qui n'ont pas été super sur les cartes, on les voit plus. Donc il y a tout de suite, c'est pas une sanction, c'est une adaptation. On les voit plus sur les grosses compètes nationales. J'ai vraiment envie de rendre hommage moi à Lionel et ses équipes parce que c'est propre, c'est du beau travail et ça mérite pas les critiques qui sont faites sur les réseaux et autres. Et le 18, même si je l'ai déjà dit, même si j'aime beaucoup Mustapha, Paulin, je l'avais en équipe de France, il est venu dormir dans ma salle. Donc, il y avait une déception de le voir déçu, plus que de ne pas le voir gagner. Mais le 18, surtout avec ses règles, là je te fais une passe D pour que tu puisses l'expliquer à la commu Jab Life, pour moi il y est, je suis désolé. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y est. Et pour finir sur tout ça, puisque même si donc le juge qui a donné le 4 à Mustapha inverse et fait comme ses copains et donne les 3 derniers à Paulin, pareil, sa carte elle fait 47-47, donc il y a 2 47-47, donc il y a égalité majoritaire également. Mais au final, donc, ce match nul il est pas mal en fait. Ce truc aurait été un match nul. Mustapha n'a pas de défaite sur son palmarès, il a beaucoup progressé avec ce combat et je pense que ce combat va énormément le faire progresser. Quant à Paulin, ça reste le gars dangereux de l'ARES qui certes n'est pas encore couronné, mais va savoir, peut-être qu'on va avoir une revanche. Tu vois ce que je veux te dire? Ça peut sentir la revanche, vraiment. Voilà. Ouais. Mais déjà, Paulin, on voit que de plus en plus, c'est solide. C'est le mec. Et je trouve qu'il a progressé, moi, pendant ce combat. J'ai vu, sur 4 et 5, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Toucher sans être touché, les genoux, les défenses de lutte. C'était pas mal quand même. Ouais. C'était pas mal. Je suis d'accord avec toi. Et ça nous permet, donc, on a dit qu'on voulait ouvrir là-dessus. On a le petit papier, merci. Lionel Brézéfin, c'est donc les principales réformes des critères de notation MMA. Document de septembre 2025, donc c'est tout récent, c'est tout chaud. Et on vous rappelle ce qu'a été donc désigné, on vous en a déjà parlé dans Aldric NRB, et peut-être même dans Jab Culture, par l'ABC, la commission des commissions, qui a mis donc des petites adaptations, enfin voilà, à préciser tous ces critères de jugement pour qu'ils soient plus précis et qu'il y ait moins de doutes. Donc tu le disais pour le 18, avant, il fallait les 3D, dégâts, domination, durée, pour être sûr de donner un 18. Si tu n'en avais que 2, peu importe les 2 d'ailleurs, c'était à l'appréciation du juge. Le juge pouvait, pourquoi pas, donner un 18 s'il le considérait. Maintenant, si tu as 2 des critères, dont le dommage, donc dont les dégâts, c'est automatique, c'est 18. C'est plus clair au moins, ça. Ouais. C'est marqué noir sur blanc, c'est direct et c'est obligatoire. Et nos juges, il n'y a pas les dinosaures qu'il y a dans certaines commissions athlétiques aux États-Unis. Ils sont dynamiques, ils le font tout de suite. Peut-être qu'aux États-Unis, selon les commissions athlétiques, ça va mettre du temps. Va expliquer ça à Saul D'Amato. Mais c'est ça les vraies règles. Précisé sur la 2e page, important, donc ça a été adopté par l'ABC, la conférence annuelle qui est tenue entre le 4 et le 6 août, et elles ont été intégrées immédiatement dans les règles unifiées du MMA qui sont gérées par cette association, par l'ABC, avec une mise en application dès les combats de fin de semaine qui suivaient, selon Sherdog. Ce qui veut dire que normalement, toutes les commissions et tous les États et tous les juges devraient appliquer ça tout de suite depuis en fait le 10 août, quoi. Je suis pas sûr en effet qu'ils soient tous bien soit au courant, soit qu'ils le fassent vraiment en pleine conscience, tu vois. Donc il va falloir se dire, maintenant, c'est ça. Et ça doit être ça, en tout cas. Sur ce coup-là, je pense qu'on est en avance sur certaines commissions athlétiques. C'est possible. Ça redéfinit donc aussi ce qu'est un dégât. On vous en avait déjà parlé, vous pouvez aller voir ce document avec exactement tout ce qui est knockdown, frappe lourde ou concussive sur des cibles vitales, les frappes forçant l'adversaire à reculer, ne plus pouvoir attaquer, blessures visibles, c'est pas les blessures à l'œil, tu sais, je t'avais dit blessures à l'œil à l'époque quand j'avais traduit, c'est blessures visibles, œdème, lacération, hématome, tentative de soumission, prise entraînant extension articulaire ou souffrance manifeste. La dominance, donc la suprématie en positionnement, action et ou volume sur une période prolongée dans l'objectif de causer du damage, du dégât. La durée correspond au temps ou à la proportion de rounds pendant lequel un combattant établit cette dominance avec ou via des dégâts. Voilà. C'est pas quand ils disent durée, c'est pas les 5 minutes forcément. C'est vraiment une bonne portion de round où il y a du dégât en même temps. Et ça veut dire quoi? Je te coupe 2 secondes parce que c'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la lutte, elle doit être circonstancielle. Alors, je prends un mot un peu compliqué, mais on va l'expliquer, c'est plus simple. Mon takedown, il doit servir
à obtenir une position de finalisation ou de frappe. L'utilité de la lutte, elle est là. Elle peut être aussi de te sauver. C'est-à-dire que tu viens de prendre un coup sévère, tu vois pas bien où tu as été touché, où tu as la tête qui tourne, tu luttes. Mais c'est pas la lutte en direct et les takedowns qui font gagner des points. N'allez pas dire « Ah, bah pourquoi il a pas gagné le round, mon gars, regarde les takedowns qu'il a fait. » Le takedown aujourd'hui ne suffit plus à gagner des points, en tout cas dans les critères primaires, les premiers critères qui sont analysés pour le gain d'un round. Il faut que ce takedown, il t'amène à des frappes significatives, à des dégâts ou à une tentative de finalisation. C'est-à-dire que tu fais ton takedown, tu prends le dos, t'étrangles, là tu marques beaucoup de points dans le gain du round. Surtout si après tu gardes le dos et qu'il n'y a pas eu de... T'as pas pris de dégâts toi-même en striking, là tu vas gagner le round. Mais c'est pas par le takedown que tu vas gagner ce round, c'est par la tentative de finalisation. Donc tout ça a changé. Aujourd'hui, le takedown n'est plus valorisé. Parce qu'en fait, il aurait dû jamais l'être, mais il a été le cas quand même on va dire dans les eras MMA de 2010 à 2020, 18, le takedown y comptait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc cette pression sur domination aussi est durée. Avant, donc la situation antérieure, ces petits changements, ces petites précisions des règles, c'était distinct en fait du damage et centré sur la performance en soi. C'est-à-dire que dominer, comme tu dis, prendre une position de contrôle au sol sur la durée, tu pouvais avoir la durée. Maintenant, c'est clairement redéfini comme lié au damage, lié aux dégâts. Donc il faut qu'il y ait ça. C'est pas seulement cette position-là. Et les critères secondaires, on l'a dit, parce que c'est aussi un changement important et on le répétera. Au cas où, même si c'est très rare en vrai, au cas où les juges disent que le dégât est à égalité sur un même round. Avant, c'était donc agressivité et ensuite contrôle. Maintenant, comme je disais, auparavant hiérarchisé, donc l'agressivité était prioritaire sur le contrôle de l'aire de combat. Ces critères sont désormais considérés en fonction de leur impact réel sur le round, sans ordre prédéfini. Donc si le contrôle de l'aire de combat semble au juge plus important que l'agressivité dans ce round-là, c'est celui-là qui prendra l'avantage sur l'autre pour juger. Mais c'est une fois très rare en fait, c'est un pourcentage infime. À part des gars comme Khamzat qui luttent d'entrée de jeu et qui font un takedown dans les 10 premières secondes, il y en a généralement peu et ça échange debout avant, donc il y a forcément des dégâts. Quand tu peux pas distinguer le dégât, c'est très 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 rare en vrai si vraiment tu suis le truc à la lettre. Les bénéfices attendus, c'était meilleure transparence, bien sûr. Combattants, entraîneurs, officiels et spectateurs comprennent plus facilement pourquoi on juge 18. Je pense que c'est assez clair, tu vois ce qu'on a dit, Aldric. Valorisation de l'efficacité réelle, le damage, le dégât en tant que résultat tangible d'action offensive, c'est le centre vraiment du jugement, clair et net. Plus de cohérence dans les décisions, critères explicites qui aident à réduire les décisions controversées et à harmoniser les jugements entre les différentes commissions mondiales. Et il donne plein d'exemples, et je voulais tous te les citer parce que c'est assez marrant, ça va pas nous prendre longtemps, Aldric. Il donne des situations dans le round et ce que ça donne en vrai dans ces nouveaux critères. Tu peux y aller parce que je vois Justine dans le retour, elle ne dort pas, donc on est bien, ça veut dire que c'est intéressant. Même si c'est un peu plus technique, Justine n'a pas les yeux qui brillent, donc on est bon. Heureusement qu'elle ne dort pas, dans 5 minutes, elle arrive autour de cette table, c'est important. Situation du round, un combattant contrôle l'autre au sol 4 minutes, mais seulement du positionnel, pas ou peu de frappe. 19 serré, pas de 18. On est d'accord. Ouais. C'est ça la réalité. Donc vos positions de contrôle, ça peut pas être un 18 s'il y a rien qui se passe. Un combattant mène 2 knockdowns nets, l'autre n'inflige rien de sérieux. Gros dégâts immédiats, valeur maximale 18 ou même 17 selon la sévérité des knockdowns et du dégât. S'il était proche de l'arrêt, il faut même poser un 17. Hyper important. On en voit très très peu des 17, alors que si tu suis ça, il devrait y en avoir un peu plus des fois. Ça arrive ce genre de truc. Troisième exemple, beaucoup de volume, 30 frappes légères mais sans réel impact. L'autre met 5 frappes lourdes. Donc il y en a un qui met 30 frappes très légères, l'autre met 5 frappes lourdes qui provoquent des coupures, du recul visible. Des blessures visuelles. Le volume, c'est ce qu'on disait depuis le début et c'est très clair. Enfin voilà, il faut redéfinir que c'est très clair. Le volume compte moins que l'impact immédiat. Le damage, les dégâts priment. 19 pour celui qui a mis les 5 frappes lourdes. Il a beau avoir pris ses 30 petits coups, ces 5 frappes lourdes, c'est lui qui prend le 19. Clinch et pression contre la cage pendant 3 minutes, mais pas de dégâts notables. 10 rounds, mais 19 mais rounds faibles. Jamais de 18 possible. Précisez bien. Tentative de clé de bras qui plie l'articulation. L'adversaire grimace, mais sort. Peut justifier un 19 fort, mais 18 si l'action est répétée. Ouais, il se fait un travail dans la garde fermée, il est à ça de finaliser 2 ou 3 fois. Ça peut être 18. Logiquement, tu peux valoriser même ça. Si le gars sort, tu vois. Combattant domine tout le round, contrôle plus frappe régulière qui marque, hématome, saignement, 18, sans aucun doute. Et dernier exemple, round très équilibré, peu de frappes lourdes de chaque côté, mais un des deux est plus agressif, 19 pour le plus actif et le plus agressif, puisque là on compte en fait ce deuxième critère, on passe au critère secondaire. C'est plus clair quand même, Aldric. On est assez d'accord là-dessus. Est-ce que tu peux le traduire et l'envoyer à Saul D'Amato de ma part?
Il les a normalement. C'est la FMRF qui les traduit. Hein. La base, elle est en anglais. Je pense qu'il faut lui envoyer. Peut-être plus des cours de lecture alors qu'il est chaud. C'est différent. Des stages aussi. Je sais pas comment ils font, mais faites des stages le plus possible. Enfin, formez-les les mecs. Mais montrez-leur des situations comme là, on vient de faire des exemples. Situation réelle. Ils jugent, et puis s'ils jugent pas bien, et ben tu leur dis, les gars, c'est pas ça qu'il faut faire. Ou alors vous jugerez pas tant que vous aurez pas 80% ou 100% de réussite à ce test, quoi. Ça me paraît logique. Je sais qu'il y a des tests, tu vois, là-bas, des trucs. Ouais. Ça devrait être un peu plus sévère. Je suis d'accord avec toi. On finit sur une preview Hexagone 34. Ça, ce sera vendredi au Zénith de Paris. On sait, Hexagone, on l'a répété ici, Aldric, toute l'année. C'est une orga qui est très active cette année, qui propose beaucoup de galas. Je pense que c'est le plus important en termes de name value, puisqu'on sait qu'ils sont très portés Hexagone aussi sur les jeunes pépites et les jeunes prospects qui montent dans le MMA français. Donc on aura... Alors, Timo, de temps en temps, l'Hexagone n'a pas été aussi exigeant en termes de match-up. Ouais. Je le dis, parce qu'on a décidé d'avoir la vision la plus globale et de parler de tout et de tout le monde. Donc quand c'est bien, on dit tout, et quand c'est moyen... Parce que c'est pas mauvais, c'est pas vrai. Et je trouve que dans certains précédents match-up, ça manquait un petit peu d'équilibre. Là, tu vois, tu vas donner la carte, mais je trouve qu'il y a un effort qui a été fait quand même. Et que ça va répondre déjà à certaines questions, notamment une partie des prospects qui sont présents sur la carte. Alors, on entame le main event, c'est la star, parce que c'est le plus connu avec les réseaux sociaux et son influence qui est là-dessus. Paul Denis Navarro qui affrontera le Hongrois David Daniel Komar. Oui, là, on n'attend rien. Là, on n'attend rien. Non. Je veux dire, 1-0, tu dis ça, mais il n'y a pas une vedette en face. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? C'est son deuxième combat pro. Et oui, et si vous ne comprenez pas pourquoi il est main event, allez voir. Il est main event parce que c'est un icône en France et qu'il est très connu. Point. C'est du business à coller à un sport, mais on le répète. Si, sportivement, même si j'aime beaucoup Paul Dena, il était là sur l'action de Manon, elle a fait un rassemblement à Paris, il était présent. Ah, la vidéo, le tribunal des haters, très sympa pour le coup. Mais non, sportivement, il ne mérite pas le main event. Mais oui, de par sa notoriété, il est propulsé dans ce truc-là. Après, c'est son deuxième combat pro, donc tu vas pas lui mettre un vétéran de l'UFC en face. Donc là-dessus, n'allez pas me dire, ouais, le matchmaking est pourri, c'est pas vrai. Par contre, je vais te laisser les annoncer. Sportivement, pour moi, si tu prenais sur le critère sportif, c'est le co-main que j'aurais mis main. Oui, bien sûr. Parce que Théo Ulrich, 6e combat pro contre Mohamed Bayo, en plus combat franco-français, tu sais comme je les aime. Moi, c'est ça que j'aurais mis. Ouais. Oui, si t'es que sportif, mais quand t'englobes le tout, je suis d'accord que c'est Paul Dena. Ouais. Mais là, en plus, un ancien de l'Ares, qui a quand même fait des belles guerres à l'Ares, quand même, s'il y a eu des combats qui sont... il a gagné des fois par disqualification, je ne sais quel truc. Bayo, c'est fort au sol, c'est solide, il est venu y changer. Il a pris un temps de pause nécessaire pour monter son niveau. Et Ulrich... qui est sur 5-0 et qui a eu pas que des victoires faciles, c'est pas ça que je voulais dire. Mais là, il a un vrai test. On va savoir sur un grappleur de haut niveau, parce que Bayo, c'est un top grappleur français. Ça, on va avoir des infos sur sa défense de lutte, on va avoir des infos sur son sol s'il tombe. Donc, très, très intéressant comme main event. Et on a un tournoi à venir dans cette caté-là, Hexagone, dans quelques mois, donc ça va être intéressant aussi, parce que Théo, ce sera sûrement un des épouvantails de ce tournoi, s'il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il y a Wally Tandia aussi, 4e combat pro, qu'on a déjà reçu ici sur Jab Life. Ouais, qui prend un vétéran. Qui prend Alix Jean-Guillaume, autre combat franco-français, donc autre truc assez sympa, parce que je le répète, mais on aime bien ça, ce genre d'opposition. Et pareil, même si c'est un mec de 37 ans, Jean-Guillaume, c'est solide. C'est solide. Tu peux pas faire n'importe quoi avec des mecs comme ça. Il va à la bagarre. Il a du répondant. C'est pas un garçon qui combat pour ne pas perdre. C'est un garçon qui donne tout. Donc, pareil, ça va répondre à des interrogations et à l'évolution de carrière nécessaire de Wally. Moi, j'aime bien. Oui, Wally est favori, mais en face, t'as un mec qui est solide. C'est ça. Qui est solide. Qui a pas, c'est pas un mec qui a fait un run exceptionnel ou machin, mais qui te propose une opposition solide. Plus. Là, il y a un effort sur le match-up, disons-le clairement. Il y a un effort sur le match-up. On peut noter aussi, puisque le thème de la carte, c'est clairement les prospects. On va pas se mentir. Le 3e combat pro de Samba Sima, dont on pense beaucoup de bien. Toi, tu l'as eu à la salle cet été. Nous, on l'a reçu en plateau ici, dans les studios Ricordia, contre Danil Rogov, le russe. Bon. Samba, c'est en flyweight, c'est vraiment un de nos gros espoirs et on attend encore une belle démonstration de Samba. C'est son 3e combat pro. Bon, voilà, il prend. Je crois qu'il a ses premiers combats pro, c'était en avril, donc il est actif, tu vois. Il prend de l'expérience. Tu peux pas aller chercher un vétéran, pareil. Laissons-le grimper. C'est du match-up. Il y a juste avant Nico Kobalidze qui avait raté la ceinture il y a peu, qui a eu un mec qui a 4 ans en face. Très bien. Voilà, ça permet de se relancer après cette ceinture qu'il n'a pas obtenue.
le petit Swill. Exactement. Les débuts pro de Swill Areski, champion du monde amateur junior, c'était en 2023, qui sera d'ailleurs pour le petit teasing, mais vous le retrouverez très bientôt sur Jab Life. Je rappelle que c'est la semaine de Grand Talk. Voilà, j'ai rien dit. Swill Areski qui fait ses débuts pro contre Moises Olar, c'est un Vénézuélien. Pareil, tu peux pas lui mettre une opposition folle. C'est ses débuts pro. C'est en flyweight. Il est jeune en plus. Quel âge il a ? Il a 20 ans. Ouais, 21. 21 ans. Il a beaucoup de talent, Swill. Bien pour sûr. ceux qui l'ont vu aux IMAF, vraiment, et un jeu qui est assez complet. Moi, j'ai très envie de voir ses débuts pro. Ils se sont affrontés pour la petite histoire. Tu vois, en fait, ce que j'aime dans ce que construit Hexagone, c'est que j'espère qu'à un moment, ça nous mènera à des trucs. Il a affronté 3 fois Samba Sima en amateur, Swill. Une victoire, 2 défaites. Les 2 défaites, d'ailleurs, décision partagée. Donc, c'est des combats très serrés. Ils ont été médaillés la même année en 2023. Swill était en or, Samba était en bronze. À un moment, j'aime bien que tu les fasses monter, mais j'espère qu'à Hexagone, lui, il faudra qu'ils s'affrontent. Ça peut être plus haut, ça peut être dans d'autres orgas et ce sera sympa si c'est dans d'autres orgas parce que c'est des vrais espoirs chez les flyweight. Oui, mais Alex, en flyweight, il n'y a pas 1000 personnes qui signent. Non, regarde. C'est pour ça. T'as raison. Tu veux qu'on reparle de notre preview du Français qui signera à l'UFC ou des Français ? Ouais, je sais. Pour une fois, j'ai eu un peu de réussite. C'est moi, c'est Axel. Enfin, c'est nous, c'est Axel. Mais pourquoi ? D'ailleurs, vraiment une vraie pensée à lui. Il méritait pas, Nicolas Leblanc ? Si, je sais. C'est le seul, Axel, qui a signé. Ouais. Et en plus, comme tu dis, tu vois, c'est nous, parce que tu sais qu'il y a eu aussi l'influence de Guillaume. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est un collectif. Il a fallu un collectif presque pour le faire signer. Mais c'est dur. C'est dur. Donc dur. là, même si c'est 2 pépites, les 2, ils signeront pas les 2 à l'UFC, pas en flyweight. Non. Pas en flyweight. Non, c'est compliqué. Donc, ou alors, il faut qu'ils fassent les 2 des dingueries. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'espère, comme j'avais déjà dit à Owen Jason, qu'on avait reçu de Grand Talk 2, que j'aimerais bien qu'il affronte Théo Ulrich, que ce soit dans le tournoi ou machin. En fait, je comprends la reconstruction qu'ils font Hexagone, mais à un moment, il va falloir me montrer ça. Et j'espère qu'on aura Samba Sima, Swill Areski chez Hexagone MMA en main event d'un événement, parce que je te jure que j'y vais. Bah, j'y vais. Mais là, chez les pros, j'y vais, je suis prêt à payer ma place, sans aucun souci. Plus d'adversité là sur cette carte. Il faut mettre en avant quand c'est bien. Ça monte. Voilà. Ça monte. Je suis d'accord. Et c'est cohérent par rapport au nombre de combats qu'ont ces prospects, tu vois. Donc là, sur ce coup-là, je me montre moins critique que j'aurais pu l'être par le passé, où il n'y avait personne en face. On se parle franchement, hein, Jab Life, c'est l'authenticité. C'est mieux. T'as vu que derrière, il y a Alan qui prend un jeune du boxing SWAT. C'est ce que j'allais dire. Il sera coaché par Sofiane Boukichou. Oh, très bien, Sofiane dans le coin. C'est ce que j'allais dire. Alan Landouzi, c'est son dernier combat amateur. Ouais. Et après, il passe chez les pros. 23-4-1 en amateur. 23-4-1. Et le petit du boxing, alors, tu peux m'en dire quoi ? Ouais, bah écoute, Demba, aux portes à chaque fois de l'équipe de France. Ça perd en finale ou en demi-finale, donc c'est quelqu'un de solide. C'est un bon test pour Alan parce que c'est un striker longiligne et ça fait pas beaucoup de temps qu'il est dans l'équipe, mais on a beaucoup bossé sur la défense de lutte. Il y a un certain savoir-faire, donc voilà, c'est de l'amateur, il n'y a pas de risque et ça permettra de voir un petit peu Alan contre un mec un peu plus grand et très très bon en striking. Demba, c'est fort en striking, donc voilà, pareil, tu vois, il y a de l'adversité, c'est intéressant. Et puis ça prend de l'expérience, de toute façon, c'est les amateurs, et on retrouvera Alan Landouzi très bientôt pour son premier combat pro, et ça renforcera encore ce roster de prospects intéressants du côté d'Hexagone. Donc pour un Zénith de Paris, en plus, on sait, ils le remplissent à peu près toujours, il y a de l'ambiance, c'est une des grandes salles parisiennes, des salles mythiques, c'est une bonne petite carte. Enfin, ça c'est cool. Ouais, non, c'est cool comme carte. Là, honnêtement, il n'y a rien à dire. Le match-up, c'est pas mal. Ces 3 premiers combats m'intéressent particulièrement, mais il y en a d'autres. Et on va regarder ça avec attention. Ouais, exactement. Et donc, c'est vendredi soir, je le répète, du côté de Paris. On a fini pour tout ce qui est actualité. Aldric, on va se tourner vers la caméra. Parce que maintenant, c'est la découverte. Vous allez découvrir Justine, la patronne de l'ombre de Jab Life. Vous avez dit view Justine, vous allez view Justine. Chose promise, chose due, on vous l'avait promise, la patronne de l'ombre, Madame Justine, qui s'occupe de tous nos montages. Elle les fait même en direct pendant les émissions Aldric Herbie et Jab Culture, et derrière tout le travail de montage pour vous proposer toutes les émissions, les Jab & Hook, tout ce qu'on fait, les Grand Talk. C'est grâce à elle si vous voyez autant de contenu, donc vous voulez aussi lui rendre hommage en la mettant à l'écran, Aldric. Ouais, puis découverte moi je l'ai pas connue, je l'ai vue juste à l'œuvre quand j'étais à Montréal pour la ceinture de Manon, et puis elle bossait à 3h du matin. Je t'avais dit, mais c'est une tueuse, je sais pas qui c'est, mais il faut la garder précieusement parce que elle bosse à 3h du matin pour qu'on puisse faire nos émissions, tu sais, qu'on tournait directement à Montréal. Donc voilà, je suis content de la mettre en valeur parce que le succès de la chaîne, c'est aussi Justine. Et tu sais qu'à Montréal, je l'ai complètement tué. C'était les débuts de Jab Life. Pareil, on se connaissait pas vraiment. Je lui ai envoyé des rushs horribles à 1h du matin, hyper lourds et tout. Vas-y, faut faire ça, faut faire ci. Je les ai traumatisés sur le premier. Justine, à force d'entendre 2 psychopathes parler de MMA pendant 4 heures par semaine, est-ce qu'au moins on t'a donné un petit peu goût à ce sport ? Ah ouais, carrément. Je m'y connaissais pas du tout.
Le MMA, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a tiré. Mais franchement, vous m'avez vraiment donné goût. Alors, je suis pas une pro encore, mais franchement, maintenant, même je reconnais les noms, les joueurs. J'ai même suivi l'actualité, quoi. Bon, vous voyez qu'elle dit joueur encore, donc c'est combattant. Combattant. Mais ça va. Voilà, c'est mignon. Players en Player. anglais. T'as regardé l'UFC Paris même? Ouais. On a réussi notre coup, Aldric, quand même. Et dernière question, qu'est-ce que t'as retenu? Si t'as une phrase que tu as retenue de toutes ces semaines, pour moi même, on est à 5 mois d'existence de Jab Life, qu'est-ce que t'as retenu comme phrase forte J'ai sur les retenu MMA? une phrase d'Aldric qui est la catégorie, elle est rincée. Et une de tes phrases aussi. Alors attends, c'est quoi? Ouais, le MMA, c'est pas un sport accolé à un business, c'est un business accolé à un sport. Et là, j'ai fait mon travail, Aldric, à force de la répéter. Et en effet, on a parlé des poids lourds, des light heavyweight, donc elle a dû retenir que la catégorie était rincée. Merci beaucoup, Justine, pour tout Avec le taf. plaisir. Et merci pour la suite, parce qu'on sait que tu continueras à beaucoup bosser pour nous. Salut à tous. On se donne rendez-vous pour la fin de semaine sur Jab Culture. Il y a aussi un Jab Look, je vous l'ai dit, spécial Canelo Crawford, puisqu'on a fait le débrief de cet immense combat. Et cette semaine, c'est Grand End Talk numéro 3, la nouvelle émission de Jab Life. Donc rendez-vous avec 5 belles interviews exclusives. Salut à tous et à très vite sur Jab Life.